Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai attrapé froid, vous serez un peu moins dans les histoires à cause d'une voix un peu de canard. Ça arrive, je crève tout de suite l'abcès, mais normalement vous allez faire abstraction. Nouveau thread horreur. Aujourd'hui, 3 histoires, dont 2 histoires paranormales. Et oui, vous avez vu que dans les derniers threads horreur, j'ai rajouté une histoire paranormale, ce qu'on n'a jamais fait pendant les 25 premiers épisodes de ce format. Vous allez très vite comprendre pourquoi il y en a une particulièrement des deux qui m'affecte beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, c'est pile ce que je déteste. Donc voilà, j'essaie de mélanger un peu pour qu'on découvre d'autres types d'horreur. Avant qu'on commence, j'en profite aussi pour vous remercier. Pour Blick, il y a eu un accueil incroyable. On a eu plein d'opportunités. Peut-être que ça parte en série, en film, en truc. Donc voilà, Blick, vous allez en entendre parler pendant des années et des années parce que je pense qu'on va créer plein de trucs dans cet univers-là. Mais voilà, je voulais vous remercier pour cet accueil monumental. Merci pour ça. Maintenant, je vais arrêter de vous faire chier avec Blick. On commence avec la première histoire, celle de Clotilde. Histoire paranormale, spoiler. Clotilde vient de se marier avec un bel homme. J'en sais rien, y a pas de photo, il est peut-être moche. Et évidemment, qui dit mariage dit lune de miel et nos deux amis décident de la passer dans des montagnes dans le Tennessee. Pour l'occasion, ils louent donc une petite cabane en plein milieu des bois. Mauvaise idée. Clotilde amène avec elle des fleurs, des gardénias. Pourquoi? Parce que c'est typique des offrandes qu'on peut faire à la montagne. Elle croit un peu à ce délire-là de bonne chance. En revanche, en arrivant, elle se lance pas dans un rituel ou un truc de sorcier, pas du tout. Juste, elle les met dans une boîte en bois qu'elle pose sur le toit de la cabane. Alors, ils s'installent, ils posent leurs affaires. Ensuite, ils décident d'aller manger, de faire quelques courses. Et une fois de retour à la cabane, ils constatent que la boîte en bois n'est plus sur le toit de la cabane, mais qu'elle est explosée sur le sol. C'est-à-dire que le choc a été si violent qu'il y a des bouts de la boîte à plusieurs mètres du point d'impact. Alors, la raison n'est probablement pas surnaturel, je vous rappelle qu'ils sont dans une cabane au milieu des bois, donc il y a beaucoup plus de chances que ce soit un raton laveur ou un ours ou un écureuil qui soit passé par là et qui fait tomber la boîte. Mais il y a un détail quand même vachement chelou, c'est que dans la boîte il y avait des fleurs et que là par terre la boîte est explosée mais il y a aucune fleur. Donc Clotilde elle se dit bon, il y a peut-être du vent et ça les a emmenés à droite à gauche, mais en regardant autour d'elle, elle constate qu'il y a plein de feuilles d'arbres qui sont là posées par terre et qui ne bougent pas, il n'y a pas un pet de vent. Elle est un peu effrayée, elle s'éloigne, elle retourne à la cabane rejoindre son mari et sur le ton de la rigolade elle se dit la montagne a apparemment pas du tout accepté mon offrande. La montagne ou l'esprit qui hante la cabane. C'est donc le début de leur première nuit dans cette cabane, leur première nuit de lune de miel. Et malheureusement, ça va pas être une très bonne nuit pour Ellie, le mari de Clotilde. Lui, au milieu de la nuit, il se réveille à cause d'un bruit. Et c'est comme si quelqu'un frappait très fort sur les piliers qui soutiennent la cabane. Mais des coups tellement forts que le miroir accroché dans la chambre vibre. Malheureusement, les bruits s'intensifient encore et encore. Et là, Ellie commence vraiment à avoir trop peur. Et donc, il secoue Clotilde pour la réveiller. Sauf qu'elle se réveille pas. Elle se réveille pas, elle dort hyper profondément, elle est épuisée du voyage. Et au même moment, Ellie entend un nouveau bruit qui vient cette fois de la salle de bain, donc de l'intérieur de la cabane. Immédiatement, Ellie essaie une nouvelle fois de réveiller Clotilde, il la secoue, mais encore une fois, elle dort trop profondément, elle se réveille pas. Et là, il entend un nouveau bruit qui provient cette fois de la télé en face du lit. Et ce bruit-là, d'après lui, va durer très longtemps et va cette fois réveiller Clotilde. Comme le bruit l'empêche de se rendormir, elle décide de se lever, mais dès qu'elle se lève, le bruit immédiatement s'arrête. À ce moment-là, Ellie est toujours en PLS dans le lit, mais comme il voit que sa femme vient de se réveiller et de se lever, il lui raconte immédiatement tout ce qu'il vient de vivre. Sauf que Clotilde, elle est complètement KO, elle vient de se réveiller en pleine nuit, donc elle comprend rien ce qu'il dit. Donc elle le rassure même pas, elle est juste là, ah ok, et elle se rendort. Le jour se lève, nos deux amis se lèvent eux aussi. Clotilde va se maquiller devant le miroir, et pendant qu'elle se maquille, elle parle à Ellie du bruit de buzzer qui l'a réveillée en pleine nuit. Et devinez quoi, au même moment, cette fameuse sonnerie retentit. Ils vont donc voir ce qu'il y a derrière la télé, et en fait, ils avaient pas vu, mais il y a une vieille ligne téléphonique, et ce fameux bruit de buzzer, c'est le bruit que fait ce téléphone quand il sonne. Clotilde décroche et là elle entend un gros bruit statique, vous savez, comme s'il y avait plein d'interférences dans le téléphone qui camouflent ce qui ressemble à des phrases. Clotilde débranche le téléphone en se disant bah il sert à rien puisque de toute façon les propriétaires de la cabane ont nos numéros de portable, donc s'ils veulent nous joindre ils peuvent. Et d'après elle, c'est probablement les anciens locataires de la cabane qui font une prank aux nouveaux locataires en appelant le téléphone au milieu de la nuit. Bref, la nuit tombe, on est maintenant le soir et Clotilde elle se met à avoir peur dès qu'elle passe devant la porte de la salle de bain qui est juste à côté du lit. Elle saurait pas expliquer pourquoi, mais quand elle passe devant la porte et qu'elle est ouverte et qu'elle voit donc à travers la fenêtre, elle a l'impression d'être observée, elle est mal. Elle se met donc à partir de là, dès qu'elle passe devant, à fermer cette porte. Deuxième nuit, Clotilde dort bien, elle se réveille pas de la nuit, mais au petit matin, Ellie lui explique que lui, il a une nouvelle fois très mal dormi et qu'il a une nouvelle fois entendu ces fameux bruits, ces fameux coups contre les piliers qui soutiennent la cabane. Et comme la nuit précédente, c'est à chaque fois qu'il essaie de s'endormir que les coups reprennent et sont encore plus forts que la fois d'avant. Ce jour-là, il s'est rien passé de bizarre, nos deux amis ont pu profiter de leur voyage. Arrive le soir, on est donc au début de la troisième nuit. Cette troisième nuit, Clotilde sait qu'elle a fait plusieurs rêves étranges mais elle arrive pas à s'en rappeler. Ellie, quant à lui, explique qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit à cause d'un rire. Et c'est là qu'il a vu une femme passer à travers la fenêtre
de la chambre une femme qui avait une robe blanche, une peau très pâle et des longs cheveux noirs qui obscurcissaient son visage. Ellie panique complètement, il hurle dessus, il lui met des coups de pied mais elle rigole. Elle rigole et après un petit moment elle s'allonge par terre et donc elle est hors du champ de vision d'Ellie. Peu à peu il réussit à se rendormir mais à chaque fois qu'il se rendort il se fait réveiller car la femme à la robe blanche lui attrape les chevilles et rigole en même temps. Il prétend que tout ce qu'il a vécu est bien réel, Clotilde elle lui dit qu'il a sûrement fait une paralysie du sommeil. Bref, la journée passe, rien d'étrange et vient la 4e nuit. Ellie explique à Clotilde que c'était de très loin la pire nuit du voyage pour lui. Il a revu cette femme en blanc mais c'était encore plus intense que la nuit d'avant, c'était encore plus terrifiant. Clotilde essaie de le rassurer, essaie de lui dire de se détendre, de se calmer, que tout va bien. Mais d'un autre côté, elle a aussi ce sentiment de mal-être vis-à-vis de la fenêtre de la salle de bain. Et en plus de ça, ce matin-là, elle constate que le pendentif porte-bonheur qu'elle a ramené et qu'elle a mis sur sa table de nuit a disparu. Clotilde précise que c'est pas un truc qui a de la valeur, c'est pas un objet qui vaut cher du tout, c'est de la camelote, mais en revanche ça avait de la valeur affective pour elle et c'est un truc qui lui a souvent porté chance dans sa vie et donc évidemment elle est triste de l'avoir perdu. Petite ellipse, on est au début de la 6e nuit, c'est leur dernière soirée en amoureux dans cet endroit magnifique et donc ils décident d'aller faire un petit bain de minuit dans le jacuzzi. Une fois dans le jacuzzi, Clotilde ressent ce qu'elle a déjà ressenti plus tôt, elle se sent observée, mais cette fois elle a aussi le feeling qu'elle est pas en sécurité, que la personne qui les observe a pas de bonnes intentions. Ils veulent en avoir le cœur net et donc ils sortent de la cabane, ils font plusieurs dizaines de mètres vers les bois et à peine ils s'approchent de la forêt, ils entendent immédiatement un énorme bruit venant d'un buisson. Le bruit que ferait quelqu'un ou quelque chose qui prend la fuite. Et ça les fait tellement flipper qu'au lieu de poursuivre cette chose, ils se disent bon, c'est notre dernière nuit ici, viens on retourne à la cabane et juste on dort. Clotilde s'endort rapidement et passe une plutôt bonne nuit. En revanche, le matin, elle se fait réveiller non pas par son réveil, mais par des bruits étranges qui proviennent du toit. Et premier truc qu'elle se dit, pourquoi les propriétaires nous ont pas prévenus qu'il y avait des travaux dès 8h du mat ce jour-là. Comme son mari arrive enfin à se reposer, Clotilde décide de se lever pour aller demander aux ouvriers d'arrêter de réparer le toit pendant juste 2 heures, histoire que son mari puisse dormir. Et dès qu'elle se lève, le bruit s'arrête. Et la poignée de la porte d'entrée se met à trembler. Cette porte d'entrée, vous savez, c'est les fameuses portes où il y a une vitre et où donc tu vois à travers. Et devinez quoi, à travers cette vitre, il y a personne. En voyant ça, Clotilde évidemment est terrorisée et immédiatement elle retourne sous la couette et elle se met en boule et les bruits en provenance du toit reprennent. Et Clotilde voit que cette fois ça réveille Ellie. C'en est trop pour Ellie qui a mal dormi les 6 dernières nuits, qui jusqu'à la fin se sera fait emmerder par différents trucs et qui décide de saisir l'arme qui se trouve dans le tiroir de sa table de nuit, ouais on est aux États-Unis, et de se lever pour sortir de la cabane et voir ce qu'il y a sur ce putain de toit. Et il tombe sur rien. Il y a plus un bruit et il y a rien sur le toit. Comment le truc qui était à l'origine de ce bruit très fort et très vénère a pu disparaître en 1 seconde sans qu'Ellie ne le voie? Eh ben écoutez, ni Ellie ni Clotilde n'ont la réponse à cette question. Alors ils décident tout simplement de plier bagages en 5 minutes avant de reprendre la route et de rentrer chez eux. Sachez qu'en rentrant chez eux après leur lune de miel, ils ont plus jamais rien vécu de bizarre comme ça, il n'y a pas eu de femme à la robe blanche qui s'est infiltrée dans leur chambre. Alors ils ont tous les deux une explication, qui est évidemment de la pure spéculation étant donné qu'ils n'ont pas eu de preuves, qu'ils n'ont rien retrouvé, que ce soit pour les fleurs écrasées, pour le bruit du toit. Selon Ellie, il s'agirait d'un animal un peu comme le Bigfoot, un espèce de gros animal un peu mythique qui serait venu un peu autour de la cabane rôder et essayer de s'infiltrer à la recherche de nourriture en fait, comme c'est le cas dans des zones très rurales où il y a des gens, où il y a des ours qui tournent autour de chez eux, etc. Ellie, il est persuadé que c'est ça. Clotilde, en revanche, pour elle, c'est clairement un esprit, il y a clairement un truc paranormal et pour elle, il y a des signes qui trompent pas. Déjà, le téléphone, où quand elle décroche, il y a des espèces de bruits d'ondes qui cachent des bruits de voix. Bref, c'est un truc qui fait penser un peu à un poltergeist. Aussi, son pendentif porte-bonheur qui disparaît alors qu'elle sait qu'elle a mis sur sa table de nuit et que la cabane est toute petite et qu'il le retrouve pas. Pour elle, il est évident qu'il y a quelque chose, une présence, un truc dans cette cabane qui ne voulait pas d'eux et qui leur a fait comprendre comme il se doit. Bref, ne louez pas cette cabane pour vos vacances. J'aurais bien aimé qu'ils nous donnent l'adresse, comme ça on est sûr de pas y aller. Ouais, surtout, on aurait pu envoyer l'adresse au grand JD. Putain, imaginez une nuit de JD dans cette cabane, mon rêve. Bref, il est temps pour moi de vous raconter la deuxième histoire beaucoup plus pragmatique, celle de Mélanie. En gros, à l'époque, dès qu'elle avait du temps, elle prenait des potes à elle, elle prenait une glacière avec plein de bière et elle partait camper à l'aventure. C'est un truc qu'elle faisait très régulièrement. Malheureusement, un jour elle a dû changer d'école, elle s'est fait des nouveaux potes, pas de soucis de ce côté-là, mais ces nouveaux potes camper, bah c'était pas du tout leur truc. Le temps passe, Mélanie ça lui manque, c'est vraiment une aventurière et un jour il fait tellement beau qu'elle se dit bon là ce serait du gâchis de pas aller camper, je sais que mes potes aiment pas ça, bah tu sais quoi, je vais y aller seule. Elle prend son matos, elle saute dans sa voiture et elle rejoint un spot isolé mais quand même assez proche de la civilisation pour pouvoir avoir de l'aide facilement si jamais elle a un souci. Elle arrive sur place, elle monte un petit camp et puis elle se pose au bord du feu avec un bouquin et rapidement lui vient ce feeling désagréable qu'on connaît dans ces threads d'horreur. Elle se sent observée. Elle se sent observée, elle entend des brindilles craquer, c'est normal, on est en forêt, il y a plein d'animaux, mais quand même elle entend des branches vraiment craquer, alors elle regarde en direction de ces branches et elle voit une biche qui la regarde et qui se barre en courant. Elle continue de lire son livre, elle continue aussi d'entendre toutes sortes de bruits de forêt autour d'elle, ce qui lui fait évidemment très peur. Et puis peu après minuit, elle rejoint sa tente et elle éteint les lumières. Elle s'endort paisiblement et vers 2h du mat, elle se réveille parce qu'elle entend des bruits très légers de pas.
Immédiatement elle se dit bon bah c'est probablement la biche que j'ai vue tout à l'heure ou un autre animal. C'est le classico camping, c'est ce qui arrive très souvent quand t'es posé au milieu de la forêt. Et après 30 minutes à dormir d'un seul œil, elle entend quelque chose qui frotte la tente et elle voit du mouvement à travers le tissu de la tente. Très discrètement, elle saisit le couteau de chasse qu'elle laisse toujours à proximité de son duvet quand elle fait du camping, et elle reste parfaitement immobile, elle fait genre qu'elle dort. À 4h du matin, elle est toujours allongée dans sa tente et elle a pas réussi à se rendormir depuis cet événement. Et carrément, plus le temps passe et plus elle se dit mais attends, c'était quand même bizarre, je vais peut-être même garder mes bottes à mes pieds au cas où, si jamais il faut que je m'enfuis rapidement. Et au moment où elle se dit ça, elle entend au loin l'alarme de sa voiture qui se déclenche. Là évidemment, elle va pas rester passive et ignorer ce qui se passe, elle sort de la tente, elle fait 2 pas en direction de la voiture et elle est immédiatement stoppée par une main qui se glisse sur sa bouche et qui la bloque. Quelques heures plus tôt, il y avait bel et bien quelqu'un qui était autour de la tente, qui était en train de prévoir comment il allait s'attaquer à elle. Réflexe immédiat, Mélanie essaie d'hurler toutes ses forces, elle ouvre grand la bouche, et un doigt de la main qui est sur sa bouche se glisse entre ses dents. En sentant ça, Mélanie serre de toutes ses forces sa mâchoire, à tel point qu'elle arrache le doigt de la personne qui a la main sur sa bouche. Et il part en courant vers le bas de la colline sur laquelle Mélanie a dressé son camp. Mélanie, elle a couru tout droit vers là où elle pouvait, mais pas vers sa voiture, puisque l'alarme venait de sonner, donc il y avait peut-être une autre personne qui était autour de sa voiture. Elle a couru jusqu'à la première maison qui était à proximité et elle a bourriné à la porte, jusqu'à ce qu'enfin quelqu'un vienne lui ouvrir. Bref, Mélanie est sous le choc, elle explique ce qui vient de se passer à la personne qui lui ouvre, et immédiatement la personne lui met une couverture sur le dos, appelle la police et s'occupe d'elle, bref, meilleure personne à croiser dans ce genre de situation. Quelques dizaines de minutes plus tard, bah oui, parce qu'on est en pleine forêt donc c'est long, les policiers arrivent sur les lieux, ils se mettent à faire des relevés tout autour du camp et surtout ils constatent qu'il y a un bidon rouge d'essence juste à côté de la tente de Mélanie. En gros, le mec aurait pu, s'il le voulait, foutre littéralement le feu à la tente, avec Mélanie à l'intérieur. Et surtout, plus étrange encore, le doigt a disparu. Ça veut dire que le mec est revenu chercher son doigt quand Mélanie, elle, venait de se réfugier dans une maison non loin de là. L'enquête policière n'a rien donné, mais Mélanie peut pas s'empêcher de penser que quelque part dans la nature, il y a un mec, peut-être même un père de famille, qui n'a plus de petits doigts. En tout cas, cette histoire me rassure. Pourquoi? Parce que Mélanie, elle s'est pas fiée à son instinct de y a un truc bizarre là. Et quand même, tout finit bien. Bon, bien, c'est relou, elle a vécu un truc pas drôle, mais tout finit bien. En fait, cette histoire, elle me fait penser à une histoire qu'a vécu une proche à moi, qui est rentrée chez elle un soir, il faisait nuit. Et pareil, il y a un mec qui l'a chopé par derrière et qui a mis sa main sur sa bouche, exactement comme à Mélanie. Sauf qu'elle, elle était en train de fumer une clope. Dès que la main s'est mise sur sa bouche, elle a retourné sa clope et elle l'a mis dans l'œil du mec. Imaginez la douleur, je pense que c'est pire que de se faire arracher un doigt. Le mec du coup il a immédiatement lâché en hurlant, donc elle a pu s'enfuir. Elle vit dans un village, elle vit pas dans une ville, et elle se dit putain, ça se trouve un jour je vais croiser un gars qui a une brûlure à l'œil et je saurai que c'est le gars qui m'a agressé ce jour-là. Bref, une fois de plus, voilà, camper dans des bois, dans des tentes. Non merci, je l'ai fait cet été, je me suis chié dessus, je le fais plus. Bon, il est temps de passer à la troisième et dernière histoire, c'est celle d'Isaac, elle est trop bizarre. Il a vécu un truc méga chelou, j'ai pas d'explication. Peut-être que vous en aurez une, peut-être c'est déjà arrivé à 3 gars parmi vous, et je compte sur vous pour nous le dire. Isaac, il a vécu plus de 15 ans dans une zone rurale du Michigan. Il se faisait un peu chier et il passait son temps à explorer les bois autour de chez lui. Quand il était petit, il allait y faire du vélo. Quand il était ado, il y emmenait ses crushs en date. Et une fois adulte, il est devenu propriétaire de la maison familiale. Bref, tout ça pour dire qu'il les connaît par cœur. À tel point qu'il s'est jamais perdu dans ces bois pendant plus de 10 ans. Ce 17 février, Isaac finit sa sieste en début d'après-midi. À son réveil, son chien est agité, il lui fait comprendre clairement qu'il veut sortir et Isaac comprend qu'il y échappera pas. Alors il s'y colle et il se met à marcher sur le chemin principal en direction des bois avec son chien. La balade se passe très bien, c'est reposant pour Isaac, c'est très cool pour son chien qui court partout. Et après 1 heure de balade sur ce chemin, il est temps de faire demi-tour. Isaac nous explique que son chien sur le retour, il l'attend pas. C'est-à-dire, il bombarde tout droit jusqu'à la maison. Et aussitôt, Isaac aperçoit un mouvement qui vient de sa gauche. Isaac nous dit que dans un premier temps, il s'attend à tomber sur une biche, un écureuil, un lapin, un renard, bref, un animal de la forêt. Sauf que c'est pas sur ça qu'il est tombé. Il tombe sur son voisin de 18 ans, planté là, en plein milieu de la forêt. Il est dos à lui et il bouge absolument pas. Au début, Isaac sait pas trop comment réagir, alors juste il le fixe en se disant bah il va se retourner, il m'a entendu, il a entendu mon chien, il va se retourner. Mais pas du tout, son voisin reste immobile, dos à lui. Isaac explique que ce jour-là, il a beau avoir 26 ans, il ressent des trucs trop bizarres à ce moment précis. Et à un moment, ce qu'il ressent, ça devient tellement intense qu'il ferme les yeux et il a l'impression de tomber dans le vide en continu, à l'infini. En rouvrant les yeux, il est par terre. C'est comme s'il venait de tomber dans le coma pendant quelques secondes. Mais à son réveil, il a l'impression que quelque chose a changé. Déjà, son voisin n'est plus là. Ensuite, il fait beaucoup plus sombre. Pas comme si le temps s'était couvert et qu'il y avait des nuages, mais plus comme s'il y avait une espèce d'éclipse solaire. Et surtout, il se sent pas à sa place. C'est comme si la forêt ne voulait pas de lui. Il finit par se relever et quand il se retourne, il tombe sur son voisin. Il est face à lui, cette fois il le regarde et il lui parle et lui demande s'il va bien. Et une nouvelle fois, il ressent un truc bizarre, il a l'impression qu'il est en danger. Et carrément, instinctivement, pour se défendre, il lève les bras au-dessus de lui. Et une nouvelle fois, blackout. Il se réveille à 4-5 mètres de l'endroit où il s'est évanoui. Son chien est à côté de lui, mais son voisin n'est plus là. Isaac
comprend rien à ce qui vient de lui arriver. Alors il se lève et il tape son meilleur sprint jusqu'à chez lui. En arrivant chez lui, évidemment, il verrouille sa porte d'entrée à double tour et il va tout de suite prendre une douche, il se sent mal. 1 heure plus tard, son colocataire rentre et il tombe sur Isaac, assis dans le canapé au milieu du salon, en train de se taper un bon gros whisky et de fumer des clopes. Immédiatement, il comprend qu'il y a un truc qui va pas. Isaac lui explique ce qui s'est passé et son colocataire lui dit: écoute, il y a probablement une explication très pragmatique, t'es pas fou, t'inquiète, je vais aller toquer chez ton voisin et je vais lui poser des questions. Comme ça, on va savoir si ce que t'as vécu est réel ou si juste tu t'es évanoui et t'as halluciné. 30 minutes plus tard, son colocataire est de retour et il est terrifié. Il s'assoit à côté d'Isaac et il lui raconte ce qui s'est passé. En arrivant chez le voisin, déjà il n'y avait aucune voiture devant la maison, donc son coloc a supposé qu'il n'y avait personne. Il a quand même sonné et après plusieurs secondes, la porte d'entrée s'est ouverte juste de quelques centimètres. Il a approché sa main de la porte pour la pousser, sauf qu'au moment où sa main a touché la porte d'entrée, elle s'est ouverte d'un coup sec. Et derrière elle se trouvait le fameux voisin qui fixait le sol. Le coloc d'Isaac lui dit bonjour à plusieurs reprises et le gars ne réagit pas. Il tend donc le bras pour légèrement pousser le mec comme pour lui dire: eh oh, réveille-toi, fin de la blague. Et au moment où sa main le touche, le mec tombe par terre, comme s'il s'évanouissait devant lui. Et avant même qu'il puisse réagir, il y a un coup de vent qui claque la porte d'entrée devant lui. À ce moment-là, le coloc d'Isaac, il a pas forcément peur, il est juste en bad pour le gamin qui vient de se rétamer la gueule devant lui et donc il toque, il sonne et il appelle à l'aide parce qu'il veut lui venir en aide. Au bout d'un petit moment, il y a quelqu'un qui enfin ouvre la porte d'entrée. Mais c'est pas le voisin. C'est une infirmière. Cette infirmière, elle est là pour la fille de son voisin parce qu'elle a une maladie grave et elle a toujours besoin d'une aide à domicile. Évidemment, en ouvrant la porte, elle regarde le coloc d'Isaac comme s'il était complètement taré. Et Isaac lui dit: où est le gamin? Il s'est évanoui, faut qu'on l'aide. L'infirmière le regarde et lui dit: quel gamin? Il y a que moi et la fille là. Après ça, le coloc d'Isaac se sent très con et il a plus qu'une chose à faire: monter dans sa voiture, rejoindre Isaac et lui expliquer ce qui vient de se passer. Alors Isaac prend le soin de nous expliquer que c'est clairement pas une blague de son coloc, ils sont potes depuis 20 ans et clairement il aurait pas fait une blague après qu'Isaac lui ait raconté un traumatisme qu'il venait de vivre, ça a pas de sens. Quelques semaines plus tard, Isaac nous a update sur l'histoire et vous allez voir, c'est très intéressant. En fait, quelques semaines plus tard, il y avait une fête organisée par son voisin et il y était convié. Pas par le fils du voisin, le fameux gars de 18 ans, mais par ses parents. Isaac et son ami décident d'y aller parce qu'ils y voient enfin l'occasion d'obtenir des réponses sur ce qui s'est passé ce jour-là. En arrivant sur place, ils vont immédiatement, vous en doutez, parler au fameux fils de 18 ans. Quelques minutes passent et il lui pose la fameuse question: c'était quoi ce bordel dimanche il y a un mois? Le voisin leur répond: les gars, de quoi vous parlez? Mais en même temps, il a le regard fuyant, comme s'il savait très bien de quoi il parle. Isaac, immédiatement, il est vénère. C'est-à-dire, il regarde le voisin, il lui dit: écoute, maintenant tu vas me dire ce qui s'est passé ou je vais t'éclater la gueule. Isaac, il lui met un vrai coup de pression, carrément, il y a son pote qui se met entre lui et le voisin pour éviter que ça dégénère. Et devinez quoi? Ça marche. Sous la pression, le voisin se met à lui raconter à demi-mot certains trucs. Il lui explique qu'en octobre dernier, il a changé de fréquentation. Son nouveau groupe de potes, eux, leur truc, c'est prendre de la drogue dure. Genre des trucs très énervés. Mais il y a un truc bizarre, c'est qu'ils sont persuadés d'être des sorciers. À tel point que régulièrement dans les bois, ils font des rituels. Genre ils essaient d'invoquer des esprits, des entités, bref, provoquer des trucs paranormaux. En revanche, il explique à Isaac et son pote que là, ça fait vraiment plusieurs mois qu'il les a pas vus et qu'il a arrêté tout ça. Et la drogue et les rituels. Depuis, ils y repensent souvent, ils sont stressés, ils sont dans le mal par moments, c'est un vrai traumatisme pour eux ce fameux dimanche. À tel point que là, au moment où il écrit ça, Isaac, il a décidé avec son ami de faire une thérapie de groupe pour essayer d'en finir avec cette histoire. Alors peut-être que c'est du domaine du médical, genre peut-être c'est juste vraiment évanoui, et peut-être que son pote, il était méga stressé parce qu'Isaac venait de lui raconter sa vision des choses. Il y a plein d'explications, je pense, très scientifiques, mais il y a aussi plein d'explications paranormales à ce qui s'est passé. Et parmi ces explications paranormales, j'en ai retrouvé donc dans les commentaires de ce post. Il y a quelqu'un qui lui dit déjà, évidemment, d'aller voir un médecin, de faire un check neurologique, etc., voir s'il n'y a pas juste une raison médicale, et qui lui dit ensuite que ce qu'il a expérimenté, ça peut ressembler à plusieurs choses. Il a plusieurs thèses, le gars il dit par exemple que ça peut être genre une possession, pas de lui, hein, mais du mec de 18 ans. Il lui dit aussi que ça peut être, vous savez, ces fameux trucs d'enlèvement extraterrestre où des gens s'évanouissent, se réveillent avec une cicatrice, machin. Bon, on en pense ce qu'on veut, je vous dis juste les thèses possibles paranormales, histoire qu'on ait un peu à manger là, à la fin de cette histoire. En revanche, lui, il lui dit qu'il a probablement vécu un glissement de temps. C'est-à-dire qu'il a fait un jump dans l'espace-temps, d'où le fait qu'à un moment, il a un changement radical de sa perception de ce qui l'entoure. Bref, que s'est-il passé ce fameux dimanche? J'espère qu'Isaac et son ami trouveront un jour la réponse parce que ça a l'air de les avoir sacrément marqués. Les amis, nous arrivons à la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu. Il était assez long, on avait 2 histoires paranormales cette fois que je trouve vachement intéressantes. Alors moi, j'adore le fait de vivre un truc genre méga what the fuck, tu vois. Alors que juste tu sors ton chien et carrément t'en reviens pas, t'es choqué, t'as besoin d'en parler. Et je vois très bien ce qu'il a ressenti en fait. Si ça m'arrivait, je pèterais un câble comme Isaac en fait. Donc ça, je m'identifie beaucoup à lui dans cette histoire. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. La prochaine vidéo sera un très gros concept. J'ai hâte que vous la voyez et j'espère que ces histoires vous ont plu. Je vous dis à très vite pour d'autres histoires. J'ai faim de fou, je vais manger. Ciao!
Ce n'est pas les bons bruits qui allaient avec ces images. Les gars, j'ai les yeux rouges parce que j'arrête pas de jouer aux jeux vidéo, League of Legends, encore une fois. Je suis désolé, j'ai les yeux qui piquent maintenant à force d'être devant un écran, c'est fou. Je mets des gouttes et tout dans mes yeux, putain, mais ce sera quoi quand j'aurai 50 ans? 3 histoires d'horreur, vous connaissez le principe, les histoires, je vous préviens, sont de plus en plus hardcore. Ça finit toujours bien, j'ai pas envie de raconter des histoires de gens à qui il est arrivé un truc vraiment où il y a eu violence physique, où il y a eu des trucs comme ça. Mais là, c'est des gens qui ont vraiment frôlé un truc pas marrant du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. La première histoire, c'est celle de Louise. Elle a 23 ans et elle travaille dans un bar. Elle y bosse depuis déjà plusieurs mois, tout se passe très bien, mais un matin, un homme imposant et négligé rentre dans le bar. Louise, elle fait son taf, elle s'approche, elle lui dit bonjour et elle constate immédiatement une très forte odeur de poubelle. Mais elle le traite comme n'importe quel autre client. Déjà, il demande à Louise de jeter un œil à des emails qu'il a imprimés et qui sont des échanges entre lui et son ex-copine. Il les lui montre et il lui demande si elle peut lui expliquer ce que ça veut dire, étant donné que c'est une fille. Louise, elle comprend tout de suite que ça, c'est pas une demande d'un client normal et donc quand même, elle veut pas faire de vagues. Elle lui dit, ok, bah je vais les prendre et je les lirai en dehors de mes heures de travail parce que là, je dois servir des clients. Mais il s'arrête pas là, il a une autre demande, cette fois beaucoup plus perso. Il lui demande quels sont ses jours de travail et ses horaires. Rassurez-vous, elle en a sous le coude, ça fait plusieurs mois qu'elle bosse là, des demandes comme ça, elle en a déjà eu pas mal, donc elle a un texte tout préparé qu'elle sort à chaque fois, où en gros elle fait genre de dévoiler des trucs perso qui sont faux et qui visent juste à intimider la personne en face d'elle. Par exemple, mon copain est très grand, il fait du sport de combat depuis 10 ans, mes voisins sont très curieux, ils me demandent tout le temps des news, tout ce qui peut décourager un potentiel agresseur de passer à l'action. En revanche, dans tous ces trucs faux qu'elle lui dit, il y a un truc qui est vrai, c'est que sa sœur travaille à Subway. Et ça suffit pas, elle s'enflamme et elle se rend compte qu'en fait elle a dit aussi le vrai nom et prénom de sa sœur. Misplay Louise. Cette journée finit bien, l'homme finit par quitter le bar, elle rentre chez elle après le travail et dans son sac, n'oubliez pas, elle a les emails. Et elle va y jeter un coup d'œil juste pour essayer d'y trouver le nom de cet homme qu'elle va trouver. Il s'appelle Steven. Bref, une semaine plus tard, elle travaille de nuit et qui voilà? Steven. Malheureusement, Steven ce jour-là est très énervé et il l'engueule tranquillement. Il lui dit pourquoi tu m'as pas dit que tu travaillais pas aux horaires que tu m'as indiqués. Louise lui répond que ses horaires sont variables et qu'en ce moment ils arrêtent pas de changer et Steven lui dit d'un ton très sérieux qu'elle a intérêt à être présente la prochaine fois qu'il vient. Un cuisinier a confirmé à Louise que Steven était passé dans la journée et qu'il était immédiatement reparti en voyant qu'elle était pas là et il l'aurait aussi vu dormir dans sa voiture sur le parking. Il aurait d'ailleurs entrevu dans sa voiture une montagne de détritus, d'où l'odeur de Steven. À partir de là, Steven n'est jamais revenu dans ce bar-restaurant. Et en plus de ça, Louise a fini par quitter ce job. Elle a aussi eu pas mal de changements perso dans sa vie, par exemple elle a quitté son copain et elle a emménagé avec sa sœur, celle qui travaille au Subway. Quelques mois plus tard, Louise part en week-end avec sa copine et à son retour, elle découvre qu'une fenêtre de chez elle a été cassée. Évidemment, comme sa sœur était chez elle, elle lui demande ce qui s'est passé et devinez quoi, sa sœur n'a rien vu, rien entendu. Vers 3h du matin, les chiens des voisins se mettent à grogner et à aboyer et il y a des bruits de pas dans le jardin. Après quelques secondes d'écoute, elle se rend compte que c'est clairement des bruits de pas humains et elle se met à faire clignoter la lumière pour alerter les voisins. Pas de news des voisins, ils dormaient, ils ont pas vu que ça clignotait. En revanche, les bruits de pas sont intensifiés parce que c'est devenu finalement des bruits d'un mec qui part en courant suite au move de Louise. Ce soir-là, ça finit bien et heureusement, par contre, ce qui est relou, c'est que le truc de la fenêtre, c'était pas une tentative de cambriolage parce que globalement, un cambrioleur qui est pas trop con, il va jamais retourner essayer de cambrioler un lieu où il s'est foiré. La semaine qui suit, Louise va au restaurant avec sa copine, mais ça arrive big embrouille. Carrément, Louise part du restaurant en plein milieu. Elle va déposer 20 $ dans la voiture de sa copine et elle marque sur une note, voilà ma part de l'addition. Après ça, elle rentre chez elle, sauf qu'elle reçoit un texto de sa copine qui lui dit, j'ai trouvé tes 20 $, par contre c'est mort, c'est moi qui t'invite, je te les ramène. Peu de temps après, elle entend donc toquer à sa porte d'entrée, sauf que elle est en colère, Louise, et du coup elle ne va pas ouvrir à sa copine. Elle entend ensuite des bruits de pas qui vont jusqu'à la porte côté jardin de la maison, mais cette fois, sa copine ne toque pas. Et là, elle reçoit un nouveau message de sa copine qui lui dit, j'ai laissé les 20 $ près de la porte d'entrée. Louise y va, malheureusement, il n'y a pas le billet de 20. Elle lui demande où elle a mis le billet et si c'est bien elle qu'elle a entendu rejoindre la porte côté jardin. Et vous vous en doutez, c'était pas elle. Sa copine lui répond qu'elle a coincé le billet de 20 $ dans la porte d'entrée, mais qu'elle s'est jamais rapprochée de la porte côté jardin. Une semaine plus tard, un semblant de déjà-vu, Louise est en train de dormir et elle entend des bruits de pas venir de son jardin. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre, elle aperçoit un homme de grande taille, aux cheveux longs, qui semble avoir vu se rapprocher de lui puisqu'il est en train de partir en courant. Vous vous en doutez, cet homme, il ressemble à Steve. Le lendemain, Louise repense à toute cette histoire et elle se sent en danger. Elle décide d'essayer de mener l'enquête. Souvenez-vous, elle a des emails avec le nom complet de Steve. Après quelques recherches sur internet, elle réussit à trouver une photo de lui. Et dans le doute, elle décide de montrer cette photo à sa sœur. Et en voyant la photo, sa sœur devient
toute pâle. Elle explique que cet homme, elle le connaît, puisqu'il est venu plusieurs fois la voir au subway, et qu'à chacun de ses passages, il lui posait plein de questions personnelles. Louise comprend donc que c'est bel et bien Steve qui rôde autour de la maison la nuit, et qu'il a réussi à trouver son adresse, probablement en suivant sa sœur à la sortie du travail. Et elle comprend aussi quelque chose de terrible, c'est que il avait l'occasion de s'en prendre à sa copine quand elle est venue déposer un billet de 20 $. Il avait l'occasion à s'en prendre à sa sœur quand il l'a suivie en rentrant du travail. Mais il l'a pas fait. Parce que ce qui l'intéresse, c'est juste Louise. En réalisant que c'est ciblé comme ça contre elle, évidemment, Louise appelle la police. Elle leur fournit les emails, elle leur explique tout ce qui s'est passé, elle leur donne sa théorie, et pendant plusieurs semaines, elle a pas de news. Ni de la police, ni de Steve qui ne semble plus faire ses petites visites nocturnes. Mais un jour, elle reçoit un coup de fil de la police. Les policiers ont retrouvé la voiture de Steve, grâce à la description du cuisinier du bar-restaurant. Ils l'ont retrouvé abandonné près d'un lac rempli de détritus et de plein de pages étranges. En fait, ces pages, c'était des centaines de notes sur Louise, sa sœur, et leur vie complète avec plein de détails à toutes les deux. Mais surtout, parmi ces notes, se trouvait son plan. Il voulait s'infiltrer chez elle et tuer sa sœur, puis attendre qu'elle rentre du travail pour la découper et la manger vivante. Heureusement, il est mort avant d'être passé à lac puisque les policiers ont retrouvé le lendemain son corps au fond du lac à côté de la voiture abandonnée. Louise a donc frôlé un truc ignoble, elle s'est pris littéralement le pire cas possible de stalker. Heureusement, encore une fois, elle a eu de l'instinct, elle a compris que ce qui se passait c'était bizarre, que ça avait probablement un lien avec ce gars qui était venu il y a plusieurs semaines au bar-restaurant, enfin franchement elle a méga géré. Bref, c'est terrible, heureusement plus de peur que de mal, mais bordel quoi. Bref, sans transition, enfin si du coup il vient d'en avoir une, passons à l'histoire de Damien. Damien habituellement travaille dans la restauration, malheureusement cette histoire s'est passée en 2020 et vous le savez c'était l'année où le Covid a fait son apparition. Du coup Damien, comme beaucoup d'autres malheureusement, perd son travail. Il est donc à la recherche d'un taf et un ami à lui conseille de rejoindre un cabinet médical dont il a entendu parler, dans lequel Damien passerait en gros ses journées à trier des dossiers. Damien explique qu'il est pas très sociable et qu'il s'agit d'un travail de nuit et donc ça lui va très bien. Il obtient le job et vient sa première nuit de travail qui commence à 3h du mat. Sauf qu'on est au début du Covid, il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a pas encore tout ça et donc Damien trouve ça plus prudent de ne pas prendre le bus, mais plutôt de prendre un Uber dans lequel il aurait moins de chances d'être contaminé puisqu'il y a moins de gens qui passent dedans. Il commande donc son Uber, quelques minutes plus tard, le Uber arrive en bas de chez lui, Damien rentre dans la voiture et le voilà en route pour son premier jour de travail. Damien réalise que la course est longue, qu'en fait c'est beaucoup plus loin que ce qu'il pensait le cabinet médical. Il passe le temps en jouant à des jeux sur son tel, mais il réalise qu'il a pas beaucoup de batterie et il sait pas s'il y aura un chargeur ou pas au cabinet médical, donc il préfère passer son tel en mode avion avant de s'endormir à cause de l'ennui et surtout la fatigue. Arrivé à destination, le chauffeur tente de réveiller Damien, mais il dort tellement profondément qu'il l'entend pas. Damien il fait partie des gens là sur des vols de 11h qui dorment 10h30. Je vous envie. Il finit quand même par se réveiller parce que le chauffeur lui met des petites claques sur la jambe en lui disant monsieur, on est arrivé, faut descendre. Évidemment, Damien il se réveille pas en mode lucide, pleine forme. Tu connais, quand tu te réveilles dans un Uber, t'es déphasé. Donc par réflexe, il dit merci, il sort de la voiture se casse et en levant les yeux, il aperçoit un bâtiment qui ressemble absolument pas à un cabinet médical. En gros, il est face à un bâtiment qui est à moitié en ruine et plongé dans le noir. Bon, quand même, il s'avance, il se dit bon bah, logiquement, il m'a déposé au bon endroit, peut-être que je suis de l'autre côté d'un truc, je vais trouver. Damien rentre dans le bâtiment. Il tombe sur un hall qui est globalement en chantier. Il rejoint les escaliers, il monte à l'étage et tout ce qu'il voit c'est globalement des vitres cassées, des casques de chantier et des portes fermées. Là il a plus de doute, il est clairement pas au bon endroit. Il sort donc son téléphone, il retire le mode avion et il envoie un message au chauffeur. Mais pendant qu'il envoie ce message, il entend un bruit provenir du rez-de-chaussée. Damien panique pas plus que ça, il se dit bon, je suis dans un bâtiment abandonné, c'est possible qu'il y ait des gens qui viennent squatter ou qu'il y ait des toxicomanes ou quoi, ils sont pas forcément dangereux mais l'idée c'est juste que je les croise pas quoi. Et là les yeux sur son téléphone, il réalise un truc assez badant, c'est que son message pour le chauffeur ne s'est pas envoyé, tout simplement parce que là où il se trouve, Damien n'a pas de réseau. Il envoie quand même à des amis à lui dans le doute un message où il leur demande d'appeler les secours. En faisant ça en fait il anticipe le pire, c'est-à-dire le scénario dans lequel il croise les squatteurs du rez-de-chaussée et puis juste après qu'il a envoyé ce texto, il entend quelqu'un monter les escaliers. Les fameux escaliers qu'il a empruntés juste avant. Damien fait le tour des options et en gros, il a que deux options pour ne pas croiser la personne qui est en train de monter les escaliers. Soit cette personne monte plus haut qu'au premier étage, auquel cas Damien peut rejoindre les escaliers et atteindre le rez-de-chaussée sans la croiser, soit il se sert d'autres escaliers qui sont juste à côté de lui mais qui malheureusement sont complètement en ruine. Il va donc devoir sauter, ce qui va faire du bruit, en plus de avoir une grande chance de se faire genre une entorse ou une blessure puisque c'est quand même haut. En réalité, il a même pas le temps de prendre une décision que, au loin, il aperçoit la personne qui a maintenant fini de monter les escaliers et qui a atteint le premier étage. Et grand soulagement, il reconnaît son chauffeur Uber. Il sort donc de sa cachette, il lui fait signe, et pendant qu'il lui fait signe, il a un très mauvais pressentiment. Il se rend compte que le chauffeur n'a aucun moyen de savoir qu'il l'a déposé au mauvais endroit, puisque ses messages ne se sont pas envoyés.
En réalisant ça, il passe à 200 BPM. Son chauffeur, lui, est immobile, il le regarde, mais il est toujours à l'entrée des escaliers. Ayant un très mauvais pressentiment, son instinct passe à l'action, et sans même réfléchir, il fonce vers les escaliers en ruine et il saute. Il tombe à l'atterrissage, mais heureusement, il se casse rien. Il court vers la porte dans ce qui lui semble être une éternité, et puis d'un coup, un flash. Damien ne voit plus rien. Et là, il se dit, putain, ils étaient deux. Mais avant même d'avoir le temps de bouger, il entend un homme dire « Police, tout le monde à terre avec vos mains en l'air ». C'est, à son plus grand soulagement, bel et bien un policier et pas un imposteur qui lui voudrait du mal. Damien lui explique dans la panique tout ce qu'il vient de vivre, sauf que il est tellement paniqué qu'en gros rien n'est cohérent dans ce qu'il raconte, et donc le flic comprend qu'il est totalement en panique et l'amène du coup près de sa voiture à l'extérieur du bâtiment. Déjà, le premier truc que Damien veut savoir, c'est pourquoi un policier est là. Et donc il se dit, bah c'est sûrement mes amis qui ont reçu mon texto là de tout à l'heure et qui ont appelé la police. Le policier lui dit, non. Tous les soirs, je fais des patrouilles autour de ce bâtiment, puisque personne a l'autorisation d'y entrer, mais des fois, il y a des petits malins qui y vont. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une voiture garée à côté, donc j'ai décidé d'entrer pour inspecter. Ça veut dire que si Damien vient de se faire sauver par un flic, c'est un pur coup de chance. Et donc, il lui raconte tout ce truc avec le chauffeur Uber. Le policier balaye donc l'horizon avec sa lampe torche, mais malheureusement, il y a ni le chauffeur Uber, ni sa voiture. Il s'est volatilisé. Mais en vrai, c'est pas très grave. Le policier dit à Damien, bah frérot, dans l'application Uber, t'as toutes les infos sur le chauffeur, donc on va pouvoir le retrouver, on va pouvoir l'interroger. Sauf qu'en regardant les informations du chauffeur, il se rend compte que rien ne colle. Ni la plaque, ni le modèle de voiture, ni la photo du chauffeur. La personne qui a amené Damien devant ce bâtiment n'était pas son chauffeur Uber. Son chauffeur était probablement dans sa rue, un peu plus loin, et en voyant son chauffeur l'attendre, l'imposteur s'est rapproché de lui et a fait genre d'être lui le vrai chauffeur. Damien a donc donné une description de l'homme au policier qui a dit bon bah on va essayer d'enquêter, on va essayer de le retrouver. Évidemment, ils l'ont jamais retrouvé, ils ont jamais eu de news. Et depuis ce jour, Damien, plutôt extrême, n'a plus jamais commandé un Uber. Je vous jure, je vais scanner les plaques maintenant, je vais pas checker les deux premières lettres, je vais checker tout. Bref, on passe à la troisième histoire qui est la plus courte des trois mais qui est tout aussi badante, celle de Eva. Cette histoire s'est passée il y a quelques années et à l'époque elle a un copain avec qui elle est depuis plusieurs mois, mais c'est encore récent donc elle veut pas emménager avec lui et elle veut d'un autre côté s'émanciper et prendre son premier appartement, donc elle se tourne vers une solution, la colocation. Et puis après quelques recherches, elle tombe sur une annonce dont le titre est « Cherche colocataire ». Femme uniquement. La personne qui a posté l'annonce indique être une femme de 23 ans qui est pas très à l'aise avec l'idée de vivre en colocation avec un mec. Et ça se comprend, franchement, on joue aux jeux vidéo, on crie dans notre micro, on range pas trop, on te pardonne, on comprend. Bref, d'après l'annonce, la colocataire disposerait donc de sa chambre et de sa propre salle de bain. Petit bémol, gros bémol, ok j'avoue, c'est qu'il y a qu'une seule photo dans l'annonce et c'est même pas une photo de l'intérieur de la maison, c'est juste une photo de l'extérieur. Eva envoie un mail à l'adresse indiquée dans l'annonce pour visiter la maison et rencontrer le proprio. Bonne nouvelle, 30 minutes plus tard, elle reçoit déjà une réponse avec un horaire et plein de détails. La locataire actuelle, donc cette femme de 23 ans, travaille jusqu'à tard et donc elle lui donne rendez-vous à 20h le lendemain. Le lendemain, Eva est excitée, elle espère que ça va le faire et elle se rend à la maison. En arrivant, elle constate qu'il y a une note manuscrite sur la porte avec marqué « Porte cassée, passez par l'arrière ». On a connu des visites qui commencent mieux que ça quand même. Elle fait donc le tour de la maison et là elle constate que l'endroit est un peu désordonné. Genre le gazon est pas tondu, c'est très haut, les fenêtres sont sales, il y a beaucoup de poussière, mais bon c'est potentiellement pas un problème pour Eva qui est prête à nettoyer tout ça quoi. Elle frappe donc à la porte arrière et quelqu'un lui ouvre. Un homme de 50 ans. Eva se dit bon bah c'est sûrement le propriétaire, c'est pas grave. Elle rentre donc dans la maison et là elle constate que tout est plongé dans le noir sauf la cuisine. Quand tu fais visiter un endroit, t'allumes tout pour que tout soit bien visible, pour donner envie. Tu plonges pas le truc dans le noir. Bref, la visite commence et il y a aucun meuble. Zéro, rien. Le proprio est poli, il répond à ses questions, il lui explique que s'il y a pas trop de meubles, c'est parce que la locataire actuelle vient d'arriver. Il lui explique aussi qu'elle a été retenue au taf et que donc c'est lui qui se charge de lui faire visiter l'endroit. Mais il a l'air agacé quand Eva allume une lumière un peu trop longtemps. Et aussi il a l'air un peu speed quoi, la visite c'est bon voilà la chambre, voilà ci, voilà ça, il bombarde. La visite continue, Eva découvre donc toutes les pièces de la maison. En revanche, il y a une porte que le propriétaire refuse d'ouvrir. Il explique que c'est la chambre de la locataire actuelle, donc celle qui a posté l'annonce, et qui veut pas enfreindre sa vie privée. Honnêtement, ça se tient, c'est sympa. On approche de la fin de la visite et en retournant dans le salon, Eva constate que sur la porte d'entrée, il y a une planche clouée. Ce qui veut dire que la porte est bel et bien cassée. À partir de là, Eva se dit que ça fait quand même beaucoup de trucs chelous qu'elle constate depuis qu'elle est là. Et donc, elle essaie de mettre fin à la visite tout en restant polie. Elle commence donc à remercier le proprio pour la visite et ce dernier lui dit bah attends, il reste un endroit à voir, c'est le sous-sol. Il monte les escaliers du doigt et il lui dit gentleman oblige,
les femmes d'abord. Mais pile à ce moment, Eva reçoit un SMS. Elle fait un move incroyable, elle fait genre que cette sonnerie de texto est une sonnerie d'appel, c'est-à-dire qu'elle sort direct son phone et elle décroche. Elle se met à dire « Ah ça y est t'es arrivé, ok cool je viens te chercher, faut que tu vois la maison, elle est super ». Elle prend son courage à deux mains, elle regarde le propriétaire et lui dit « Je suis désolé mon ami est là, je vais la chercher, j'arrive ». Et puis elle part et elle sort de la maison par là où elle était arrivée, c'est-à-dire la porte arrière. Quand elle franchit la porte, elle regarde derrière elle et elle voit que le proprio il est sans voix, figé. Et elle rejoint sa voiture et elle rentre chez elle. Une fois chez elle, donc chez ses parents, elle explique à sa mère et à son frère ce qu'elle vient de vivre et ils décident tous les trois évidemment d'appeler la police. Ils font une déposition et la police lance une enquête pour savoir si tout est normal ou pas dans cette maison. Et devinez quoi ? Tout n'est pas normal du tout dans cette maison. Eva et sa famille apprennent que la maison qu'elle a visitée plus tôt ce jour-là est en fait abandonnée depuis au moins 6 mois. Et ils ont découvert que la fameuse porte que le propriétaire voulait pas ouvrir était en réalité sa chambre à lui, celle où il squattait, puisqu'évidemment il n'était absolument pas propriétaire de la maison. Et aussi, la colocataire de 23 ans de l'annonce n'a jamais existé. Ils ont trouvé dans cette chambre des piles de détritus, de la nourriture moisie et des bouteilles vides. Mais pas seulement. Dans cette chambre, il y a aussi des posters tirés de revues pornographiques sur absolument tous les murs de la chambre. Mais c'est pas tout. Le pire, c'est ce qu'ils ont trouvé au sous-sol, là où le mec voulait que Eva aille. Dans les escaliers qui mènent au sous-sol, les fameux escaliers que Eva a failli emprunter, à mi-distance, ils ont retrouvé un fil de pêche tendu qui était finalement clairement un piège visant à faire tomber la personne qui descend les marches. En bas des marches, les policiers ont retrouvé un tas de couvertures et une boîte remplie de rubans adhésifs et de fils électriques. Eva, en apprenant ça, évidemment, elle est choquée puisqu'elle se dit putain, j'étais à 2 doigts qu'il m'arrive une dinguerie. Bref, une nouvelle fois, un énorme coup de chance parce que même si on sait qu'elle aurait clairement pas pris cette location, la visite avait globalement l'air de finir très mal quoi. C'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je trouve ces 3 histoires là absolument horribles, je trouve ça fou que des gens aient conscience d'être passés à 2 doigts peut-être de la fin de leur vie en fait. Elles m'ont mis mal moi l'histoire d'aujourd'hui, surtout celle du chauffeur là, je m'identifie vachement à ça, à ce truc de, je sais pas, tu fais pas trop gaffe, tu te dis bon bah il y a une voiture warning, c'est forcément mon chauffeur, tu rentres, et là c'est pas que c'est pas ton chauffeur, c'est que ce n'est pas un chauffeur tout court. Oh là là, en plus tu t'endors alors que t'es dans la voiture d'un... Enfin c'est terrible, ça me met mal. Bref, portez-vous bien malgré tout, restez prudent comme d'habitude sans tomber dans la paranoïa, mais voilà, faites confiance à votre instinct. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Bonne nuit. Bilibi Badoua, les Squeezos, comment allez-vous? Fouh, on est cringe d'entrée de jeu. J'espère que vous avez passé un très bon Noël et qu'il vous est rien arrivé de creepy. En tout cas, on finit l'année comme elle a commencé, avec un thread d'horreur. Les histoires sont assez folles, et il y en a une qui est un peu dans le surnaturel. Enfin, on sait pas trop, et c'est ça que j'aime bien. Habituellement, moi je suis pas très fan du surnaturel, vous le savez, et il y en a jamais dans ces threads d'horreur parce qu'on se base sur des témoignages, sur de vraies histoires. Donc comment prouver qu'un truc est surnaturel ou non? Bah faut envoyer le grand JD. Voilà, je vais pas l'appeler à chaque fois pour lui demander d'aller vérifier, donc généralement je me tiens à des témoignages très rationnels. Mais là j'avoue, il y a une histoire, c'est une petite dinguerie, je me suis dit, il faut que je la raconte, elle m'a un peu touché. Elle m'a un peu hérissé les poils. On commence avec la première histoire, l'histoire hashtagade. Ouh, vous l'avez pas vu venir. Quand te reverrai-je, pays merveilleux? Vous êtes stressé? Oui un peu, je skie pas souvent et j'ai le vertige. Moi je suis moniteur, je suis grave le boss. Et comment vous faites pour pas avoir peur? Déjà, je regarde les magnifiques montagnes des Alpes en face de moi. C'est vrai que c'est beau, on dirait que c'est pas réel. On dirait un jeu vidéo, n'est-ce pas? Oui un peu, je pensais plutôt à... Genshin Impact? J'allais plutôt dire une peinture. Non, parce que Genshin Impact se sont inspirés des Alpes pour un événement spécial avec la station Val Thorens. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Genshin Impact est un jeu d'action RPG où un frère et une sœur se retrouvent séparés par une déesse inconnue. Le joueur va pouvoir incarner l'un des 2 personnages pour partir à la recherche de l'autre. La dernière version 2.3 se passe dans la montagne Dragonspin, inspirée des Alpes. C'est hyper dangereux votre iPad au-dessus du vide là. Pas grave s'il tombe, j'en gagnerai peut-être un nouveau durant l'événement du 29 décembre. Attendez, il y a des cadeaux dans votre jeu? J'adore les cadeaux. Oui, pour participer il te suffit de rejoindre l'événement via le lien dans la description. Et au bout du millionième visiteur ils illumineront les Alpes. Ok, trop cool, j'ai hâte. Et c'est pas tout, il y aura une cérémonie en janvier avec un concert. Je pourrais chanter, je chante super bien. Non, c'est pas un karaoké. Vous êtes jaloux car je chante mieux que vous. Moi au moins je sais skier. Moi aussi, c'est juste les bancs volants qui me font peur. On appelle ça des télésièges.
Ok, pas la peine de vous la péter. Ok, maintenant que vous avez téléchargé Genshin Impact, on peut passer vraiment à la première histoire, celle de Nathan. À l'époque, Nathan vit donc dans la demeure familiale avec ses parents et sa sœur. On est en 2008 et donc son père vient d'avoir Foxtel qui est la télévision câblée en Australie. En revanche, il n'y a qu'un seul câble, ce qui fait qu'il y a la télé que dans le salon. Mais Nathan, il veut absolument une télé dans sa chambre. Pour résoudre ce problème, il a de la chance, son père c'est un peu un geek et il décide d'acheter un émetteur-récepteur AV. Vous connaissez le principe, on branche un émetteur à la télé qui est dans le salon et il est chargé d'envoyer l'image à un récepteur qui lui est branché à la télé de Nathan dans sa chambre. On est samedi et Nathan passe son après-midi à installer le matériel, à setup tout ça pour ensuite pouvoir mater la télé tranquille. Et on a de la chance parce qu'à l'époque il a pris des photos de l'installation. Hop là, ça vous plonge tout de suite dans le passé à la vue de cette télé, vous avez de la nostalgie en vous, c'est normal. Et vous allez voir par la suite que c'est très cool qu'il ait pris des photos. Ce jour-là, Nathan, il galère à installer le truc. Il débranche, il rebranche, il y a pas d'image, il comprend pas et soudainement, l'image grésille. Tout de suite, Nathan se dit « Yes, ça y est, j'ai réussi, je vais enfin pouvoir mater la télé dans ma chambre. » Et immédiatement, il est plus trop content parce qu'il réalise qu'il y a une image alors qu'il n'a pas encore allumé l'émetteur relié à la télé du salon. Comment son récepteur peut recevoir une image si le truc qui est censé la lui envoyer est éteint? À ce moment-là, Nathan décide donc de prendre une photo et voici donc l'image qui apparaît dans sa télévision. C'est affreux, voilà, c'est horrible. Nathan panique, comme on aurait tous paniqué je pense à sa place, et en plus il croit que ce qu'il voit à l'écran c'est son lit à lui. Bref, ça le terrorise et du coup il rejoint sa sœur à l'étage en courant. Ils redescendent tous les deux dans sa chambre, ils regardent l'image et puis là ils réalisent que c'est absolument pas le lit de Nathan qu'on voit. Ils en tirent une conclusion évidente, c'est que le récepteur qu'il a acheté est en train de capter un signal qui traîne dans le coin, ça veut dire que ce qu'ils voient dans l'écran c'est pas très loin de chez eux. Mais en même temps ils se disent mais qui foutrait une caméra comme ça qui filme son lit, c'est creepy de fou. Quelques heures plus tard, les parents de Nathan rentrent à la maison et immédiatement Nathan et sa sœur leur racontent. Et ils décident tous les quatre de regarder ce fameux signal pendant plusieurs heures, voir s'il se passe un truc et pour peut-être avoir des indices, savoir d'où ça vient, qui sait, et peut-être prévenir la personne en question. Bref, le temps passe et d'un coup il se passe quelque chose, quelqu'un entre dans la pièce. Le père de Nathan reconnaît tout de suite cette personne, c'est leur voisin. Le père de Nathan, tout de suite, il a trois hypothèses. La première, c'est que l'un des deux a peut-être installé cette caméra, qui a l'air d'être une caméra espion, pour s'assurer que l'autre ne le trompe pas. La deuxième, c'est que peut-être qu'ils aiment se filmer en train de ken. Possible. La troisième, qui est beaucoup plus fumeuse, c'est que peut-être que le mari est un psychopathe qui veut se filmer en train de tuer des gens. Bon, le père de Nathan a regardé trop de documentaires sur les serial killers. Mais malgré tout, ils décident de ne pas en parler à leurs voisins parce qu'ils se disent « Mais attends, c'est intime, c'est sûrement un truc privé et tout, on n'a pas à intervenir. Éteignons la télé, on fait comme si on n'avait rien vu, on passe à autre chose. » Mais malgré ça, Nathan, il a une petite curiosité morbide et pendant plusieurs jours, il va regarder en journée, à des moments random, s'il se passe un truc. Malheureusement, ou plutôt heureusement, il va rien se passer de spécial pendant ces jours-là où il allume la télé et donc il passe à autre chose. Le temps passe, les semaines passent, Nathan repense un peu à cette histoire et un jour, il décide de rallumer le récepteur. Et là, il tombe sur une dinguerie. On est dans une période où leurs voisins faisaient énormément de travaux chez eux. Par curiosité, Nathan rallume son récepteur et voit un homme, un ouvrier, rentrer dans la chambre. Cet homme, ils l'ont croisé plusieurs fois dans la rue quand il se rendait à la maison et c'est en fait un plombier. Bon, plutôt logique qu'il traîne dans les pièces de la maison, il a probablement des trucs à checker concernant la tuyauterie et tout. Sauf que là, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre des tiroirs de la commode. Il n'y a pas de tuyau dans les tiroirs d'une commode. Nathan, face à ça, il se dit tiens, bizarre. Il appelle immédiatement sa mère pour qu'elle vienne regarder avec lui ce qui se passe. Et là, ce qu'il voit, c'est horrible. Il voit cet homme qui prend les sous-vêtements de leur voisine et qui se met à les renifler. C'est pas un passe-temps comme un autre. Bref, ils sont choqués par ce qui vient de se passer, et ce qui suit est pire. Il marche tout droit vers la caméra. Il regarde droit dans l'objectif et puis il replace un peu la caméra et il se barre. Immédiatement, Nathan et sa mère comprennent que cette caméra, elle a pas été mise là par leurs voisins, elle a été mise là par cet homme, qui apparemment veut pouvoir les voir à leur insu dans leur intimité, dans leur chambre. La mère de Nathan ne veut pas confronter ses voisins parce que c'est trop cringe, c'est trop horrible pour elle, et donc elle demande à son mari de foncer et de les avertir de ce qu'ils ont vu. Son mari va donc toquer chez ses voisins, ils ouvrent la porte et il leur explique, il leur dit voilà écoutez, je crois qu'il y a une caméra chez vous qui filme en direct votre chambre. Les voisins comprennent absolument pas de quoi il lui parle et donc ils lui disent bah vas-y viens et allons dans la chambre et regardons ça ensemble. Dans la chambre, le père de Nathan se dirige donc vers la position de la caméra en se basant sur l'angle qu'il a vu sur la télé chez lui et il comprend qu'elle est dans le mur. Il dit donc aux voisins de lui faire confiance et il commence à percer le mur. Et dans le mur, il trouve deux trucs. Le premier truc qu'il trouve, c'est un appareil qui est là pour surveiller ta consommation d'eau parce qu'à l'époque, en Australie, dans cette région-là, il y avait eu d'immenses sécheresses, donc le gouvernement avait mis des restrictions de consommation d'eau. Et la deuxième, c'est évidemment une caméra espion reliée à un boîtier
émetteur. Le plombier était donc venu faire son taf, c'est-à-dire installer ce fameux appareil dans le mur, mais il en avait aussi profité pour ajouter cette caméra. La police ouvre donc une enquête parce que c'est quand même méga grave, et là, Nathan et sa famille ont plus de nouvelles du truc pendant des semaines. Un jour, la mère de Nathan croise par hasard sa voisine et elle lui explique qu'en fait la police a découvert que le mec venait tous les soirs se garer dans un van juste à côté de leur maison pour pouvoir capter le signal qu'émettait la caméra espion et les regarder tout simplement pendant des heures dans leur chambre à leur insu. Nathan a donc littéralement sauvé ce couple d'intrusion méga intime. Je pense que c'est la hantise d'un peu tout le monde ici. Être filmé à ton insu, comme ça, c'est ignoble. Aujourd'hui, on sait que ça peut arriver, on sait que la technologie le permet, mais en 2008, je me serais jamais douté de ça, c'est abusé. Bref, les frérots plombiers, prévenez-nous quoi si vous voyez un collègue creepy. Ou de toute façon, je vous appelle plus. Voilà. Je préfère vivre avec des fuites d'eau, c'est clair? Laissez-moi vous raconter maintenant l'histoire de Paul, histoire très étrange. Dans cette histoire, il y a donc Paul, mais il y a aussi ses 3 meilleurs amis qui s'appellent respectivement Kevin, Ryan et Tommy. Alors, cette histoire a eu lieu il y a quelques années déjà, mais sachez qu'ils sont toujours meilleurs potes aujourd'hui et qu'ils en parlent assez fréquemment parce que ça les a absolument terrorisés. C'est l'été, on est mi-juillet et Paul et ses 3 amis décident de partir en vacances dans le cabanon de Kevin, tout au nord de la forêt du Minnesota. Alors c'est un lieu qu'ils connaissent bien, ils y sont allés plein de fois en famille avec leurs parents, mais cette fois ils décident d'y aller seuls parce qu'ils sont assez grands pour le faire. Alors contexte sur la position de cette cabane, parce qu'en fait elle est pas dans la forêt, elle est sur une très grande île qui est juste à côté de la forêt, île sur laquelle se trouvent plein d'autres cabanes, sauf que la cabane la plus proche de celle de Kevin est à au moins 800 mètres. Pour accéder à la cabane en voiture, il faut donc arriver en voiture de l'autre côté de la rive, prendre un bateau et ensuite débarquer sur l'île. La cabane, c'est une cabane classique, il y a 2 chambres côte à côte. Détail qui a son importance, il y a une fenêtre dans chaque pièce, mais il n'y a pas de rideau aux fenêtres. T'es vraiment plongé au cœur d'une forêt, tu vois les arbres, tu vois la nature, tu vois ce qui se passe. Bref, notre groupe de potes se rend donc dans cette cabane. Ils y vont pour une durée de 4-5 jours et globalement jusqu'au 3e jour, tout se passe bien. Le soir de ce 3e jour, ils sont posés au bord du feu, en train de boire des bières, de se raconter des histoires. Franchement, la vie avec un grand V. Ils profitent des étoiles et du calme, mais d'un coup, ils entendent un bruit qui vient du lac. Ryan regarde au loin et il dit « Les gars, c'est quoi ce truc ?» Nos 4 amis regardent dans la direction que pointe Ryan du doigt et ils voient ce qui ressemble, d'après les mots de Paul, à une tête qui flotte au milieu du lac. Mais bon, Paul et ses amis restent très pragmatiques, ils se disent bon, on voit pas de fou, le truc est à 100 mètres, c'est probablement un huard. C'est des oiseaux vagabonds nocturnes qui chassent donc très tard et il y en a énormément autour du lac. Bref, petit coup de pression quand même pour notre groupe d'amis qui décide quand même de reprendre la soirée en mode bon, les gars, c'est un oiseau, continuons de boire des bières, amusons-nous, on est stressé pour rien là, on a plus 12 ans. Le temps passe et Paul a envie d'aller aux toilettes, sauf que la salle de bain est déjà prise par l'un de ses amis. Il se lève, il se rapproche du bord du lac pour faire sa petite affaire et en levant les yeux, il revoit au loin cette fameuse tête. Sauf que cette fois, elle est plus à 100 mètres, elle est à 50 mètres. Il retourne en courant voir ses potes et il leur dit « Les mecs, s'il vous plaît, venez avec moi, c'est chelou cette histoire de tête dans l'eau là. » Sauf qu'il est tard, que le feu est en train de s'éteindre, ils sont fatigués, ils se sont déjà pris une fois un coup de pression en voyant tous la tête, et donc du coup, ils se disent à Paul « Frérot, viens plutôt, on rentre dans la cabane, on ferme les portes et on se couche quoi, il est tard. » Tout le monde se couche, sauf Paul, qui regarde une dernière fois par la fenêtre voir s'il revoit cette fameuse tête, et il est rassuré parce qu'elle n'est plus là. Mais d'un autre côté, il est deg parce que il sait pas ce que c'était, il en a pas eu le cœur net. Ça peut être plein de trucs, mais lui, il a vraiment l'impression que c'était une tête et ça le stresse. Paul ne s'endort pas tout de suite, il a un sommeil pas ouf, et pendant qu'il galère à s'endormir, il entend des bruits de pas qui viennent des marches qui mènent à la cabane. Sauf que le bruit dure 3 minutes, mais que monter les escaliers, ça met 12 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Après ce qui lui a semblé être une éternité, Paul entend les bruits de pas s'accélérer et partir au loin dans la forêt. Et à ce moment, Ryan sort de sa chambre, regarde Tommy et Paul et leur dit « Les gars, on se casse. » Les 3 amis de Ryan comprennent pas ce qui se passe et du coup lui disent « Mec, explique-nous, pourquoi tu veux qu'on se barre ?» Et ce qu'il leur explique ce jour-là, ils s'en souviendront toute leur vie. Il était dans son lit, dos à la fenêtre et il a changé de position pour être plus confort. Il s'est donc retrouvé face à la fenêtre et c'est là qu'il a vu quelqu'un dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Quelqu'un qui s'est décalé immédiatement après que Ryan l'ait vu. Nos amis sortent de la cabane, descendent les escaliers et là, ils voient des traces de pas. Les bruits que Paul a entendus plus tôt étaient donc réels, il y avait bel et bien quelqu'un qui était autour de la cabane. Nos amis sprintent jusqu'au bateau, démarrent le moteur et rejoignent l'autre rive. Sur le trajet, Paul a les yeux rivés sur le lac, la cabane, la forêt, les alentours, mais il ne voit rien. Ils atteignent donc la rive, ils rentrent dans leur voiture et au bout de 16 km de route, Ryan fait une énorme crise d'angoisse. Ils appellent donc ses parents qui sont les plus proches de là où ils se trouvent et ils viennent les chercher. Bref, cette nuit-là, vous l'aurez compris, ils ont vécu l'enfer et personne n'a dormi. L'histoire s'arrête là. À ce jour, Paul, il est pas capable d'expliquer ce qui s'est passé, il a rien compris. Paul et Ryan ne sont jamais retournés à la cabane. En revanche, Tommy et Kevin, ils sont retournés plusieurs fois avec leurs
parents, pas seuls, et ils ont jamais revu quoi que ce soit d'anormal. Paul est pragmatique, il explique qu'il y a plein de gens qui ont une cabane sur cette île et que clairement c'était peut-être une farce, ou est-ce que cette nuit-là ils ont bel et bien croisé la route de quelque chose de surnaturel. Quoi qu'il en soit, ils avaient bu quelques bières, ils avaient pas pris de drogue ou quoi que ce soit ce soir-là, et 2 d'entre eux ne s'en sont jamais remis. Bref, c'est une incroyable histoire, c'est tout ce que je déteste, voilà, fuck les cabanes. Allez, sans transition, on passe à la 3e histoire, c'est celle d'une Française qui s'appelle Amy, qui a 14 ans au moment où elle nous la raconte, et l'histoire s'est passée quand elle en avait 4. Son histoire, c'est un mix de ses souvenirs à elle de ce qui s'est passé, parce qu'elle était très jeune, mais elle a quand même quelques souvenirs, et aussi du témoignage de sa mère. Vous allez voir qu'il y a un lien dans cette histoire, et qui, elle, a été traumatisée autant qu'Amy par cette affaire, et c'est normal. À l'époque, Amy vit avec ses parents, sans blague, au 2e étage d'un appartement dans une grande ville en bord de mer. Faut savoir que dans les grandes villes, les places en crèche sont rares, et le sont de plus en plus d'ailleurs. Du coup, quand un enfant n'a pas de place en crèche, bah ses parents soit s'en occupent, soit prennent une nounou. Ça fait donc 3 semaines que Elena s'occupe d'Amy toute la journée parce que ses parents travaillent énormément et qu'elle n'a malheureusement pas eu de place à la crèche. Elena s'occupe très bien d'Amy, elle est très sympa, très douce, et globalement Amy lui fait totalement confiance. Mais, et il y a un mais de taille, depuis quelques jours, les parents d'Amy ont remarqué des bleus sur son corps. Au début, ça ne les a pas alarmés plus que ça. En réalité, on peut avoir des bleus sans pour autant s'être pris un coup. D'ailleurs, selon les personnes, ça varie, il y en a vraiment qui ont beaucoup de bleus comme ça naturellement, surtout sur les jambes. C'est des trucs de circulation sanguine, bref. Sauf que là, dans le cas d'Amy, les bleus au fil du temps sont de plus en plus nombreux et de plus en plus foncés. Il décide donc de parler des bleus à Elena, qui, globalement, n'apprécie pas du tout. Elle s'énerve, elle hausse le ton, elle leur dit écoutez, j'ai rien à voir avec les bleus, vous m'accusez à tort, vous avez pas honte. Sauf qu'Elena monte tellement dans les tours que les parents d'Amy se disent mais attends, il lui arrive quoi là? Elle est toute gentille et douce habituellement, pourquoi elle pète un câble là? En revanche, l'altercation a eu lieu en début de journée et du coup les parents d'Amy n'ont pas tout de suite dégagé Elena parce qu'ils avaient besoin d'elle pour une toute dernière journée avant de trouver une solution pour faire garder Amy les jours d'après. Ce jour-là, ses parents sont donc allés travailler comme les autres jours en se disant bon bah voilà, Elena va faire une dernière journée et ce soir on la dégage. La journée en question se passe très bien, mais vient le soir. Elena est en train de préparer à manger, mais Amy explique que c'est pas comme d'habitude. Elle a pas l'air dans son état habituel et à plusieurs reprises elle l'appelle Anna au lieu de Amy. Bref, Elena a fini de préparer à manger et donc elle invite Amy à se mettre à table. Amy s'installe, elle est prête à dévorer son repas et du coin de l'œil, elle aperçoit Elena mettre 3 gélules dans son verre d'eau. Et puis elle lui tend le verre et elle demande à Amy de boire. Évidemment, Amy refuse. Du coup, Elena s'énerve, lui crie dessus, lui dit t'es qu'une sale gosse, je t'ai demandé de boire cette eau, donc tu vas boire cette eau. Amy fond en larmes, Elena continue de lui crier dessus et exige qu'elle boive cette eau, et puis quelqu'un se met à cogner à la porte d'entrée. Et ce quelqu'un, c'est le père d'Amy qui vient d'entrer du travail, mais qui en mettant sa clé dans la serrure n'a pas réussi à ouvrir sa propre porte d'entrée. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une clé sur la serrure, mais de l'intérieur. En revanche, à travers la porte, le papa d'Amy entend sa fille en larmes et entend les cris d'Elena. Il se met donc à crier, il ordonne à Elena d'ouvrir la porte d'entrée. Immédiatement, Elena arrête de crier sur Amy, elle se dirige vers la fenêtre du salon et elle saute. Elle saute donc du 2e étage, ce qui est possible sans se blesser si on fait une bonne réception. Et quelques minutes plus tard, le père d'Amy réussit à forcer la porte et rentre rassurer sa fille et la prendre dans ses bras. Lui et sa femme appellent immédiatement la police qui arrive sur les lieux 10 minutes plus tard et qui pose des questions à Amy. Amy qui est incapable de répondre parce qu'elle est traumatisée par ce qui vient de se passer, c'est horrible. Hein. Il commence donc à fouiller l'appartement par sécurité et il tombe sur quelque chose de vraiment pas rassurant. Dans un tiroir de la cuisine, il tombe sur un rouleau de scotch de déménagement, une corde et un couteau qui n'était plus à sa place dans le bloc de couteaux de la cuisine. Quelques jours plus tard, la famille d'Amy a des news des policiers puisqu'ils ont arrêté Elena et qu'ils ont résolu l'affaire. En fait, ils ont appelé la chef de l'entreprise où Elena travaillait et cette chef leur a dit écoutez les gars, l'employé dont vous me parlez a été licencié il y a maintenant 1 an après qu'on ait reçu plusieurs plaintes de parents pour coups sur enfants. Le jour où elle s'est volatilisée, les gélules qu'elle avait mises dans le verre de Amy, c'était des somnifères. C'était du zolpidem et c'est clairement pas le genre de médicament que tu donnes à un enfant de 4 ans. Amy, elle a pas trop de souvenirs, c'était juste un mauvais moment, mais il lui est rien arrivé de physique ou quoi que ce soit, mais voilà, elle explique que ses parents, même 10 ans après, ils s'en veulent encore. Amy, je suis ravi qu'il ne te soit rien arrivé, c'est marrant, ça me fait penser, enfin marrant, le mot est très mal choisi, mais ça me fait penser à quand j'étais jeune et que j'allais à l'école primaire, je crois que j'étais en CP ou en CE1, et j'ai failli me faire kidnapper. Je l'ai déjà raconté dans une vidéo anecdote, mais c'est vrai, j'ai failli me faire putain de kidnapper, c'est abusé. D'ailleurs, sachez que si vous êtes victime ou que vous avez connaissance d'une situation de maltraitance d'un enfant, il y a un numéro qui existe, c'est le 119, il est fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
117, il est gratuit. C'est un numéro national dédié donc à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. Donc voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas, on sait jamais, ça peut toujours sauver des vies. C'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous a plu. C'est des trucs où avant même de lire des histoires comme ça, c'est ma hantise. Je serais angoissé non-stop si j'avais un enfant. Un grand respect à tous les parents qui regardent mes vidéos. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, que vous ayez 30 ans ou 50. Comment avez-vous fait? Maman, respect. On dirait bien que dans 2-3 jours c'est le nouvel an. Amusez-vous bien, fêtez ça comme il se doit. Et on se retrouve en 2022. À l'année prochaine. Je la dis premier degré, cette phrase, ok? Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Nouveau thread d'horreur, 3 histoires encore une fois. Peut-être qu'un jour je referai des vidéos comme à l'époque où on traitait qu'une seule histoire dans une vidéo de 15 minutes. Mais d'un autre côté, les histoires qui font peur, chacun est sensible à des mécaniques différentes. Donc j'aime bien en faire 3. Comme ça, je sais que tout le monde a été touché par au moins l'une des 3. Aujourd'hui, au rendez-vous. La première est folle, la deuxième est très différente de ce qu'on a pu voir habituellement. C'est vraiment chelou. Et la troisième est un peu plus classique, mais je sais pas, c'est très bien raconté et il y a un peu de rebondissement à un moment. Enfin, j'aime bien. Et attention, aujourd'hui, ce ne sont que des histoires qui sont arrivées à des francophones, à une belge plus précisément et à 2 français. Donc vous n'êtes pas à l'abri. Attention! On commence donc avec notre amie belge Elena qui a maintenant 28 ans mais qui en avait 18 au moment des faits. Situation classique, Elena est invitée par une amie à elle à une soirée, sauf que la soirée se situe à 1 heure de chez elle, donc elle a un peu la flemme, sachant qu'en plus de ça, elle connaît personne à la soirée à part l'ami qui l'invite. Et vous savez, ces moments où t'as pas trop envie de te sociabiliser. On connaît. Elle finit quand même par se motiver et par y aller, et devinez quoi, la soirée se passe très bien. Elle s'amuse bien et surtout elle ne boit pas puisqu'elle est venue en voiture et elle compte rentrer chez elle le soir même en toute sûreté. Il est 4 h du matin, c'est la fin de la soirée et elle rejoint sa voiture qui est une vieille voiture des années 90 qu'elle a achetée avec son salaire de job d'étudiant. Mais sa voiture elle est pas garée sur le trottoir juste en bas de la soirée parce que la soirée a eu lieu dans une vieille distillerie. Du coup il y a quelques minutes de marche à faire pour qu'elle rejoigne sa voiture, sachant qu'on est à la campagne, c'est pas éclairé. Donc déjà elle se chie un peu dessus Elena. Mais c'est rien par rapport à ce qui arrive. Elle arrive finalement devant sa voiture, elle met sa clé dans la portière et la petite clim, la voiture était déjà déverrouillée. Elena elle se dit attends bizarre, j'ai jamais oublié de verrouiller ma voiture. Bon ça peut arriver, heureusement personne me l'a volé. Elle s'assoit à la place du conducteur, elle pose son sac à main à la place du passager avant. Et puis en posant son sac à main, du coin de l'œil, elle voit des jambes sur sa banquette arrière. Ce truc là je l'ai vu que dans des films, perso. Alors elle ignore pas, elle se retourne et elle voit une femme allongée sur sa banquette arrière. Screamer. Elena évidemment est terrifiée donc elle lui hurle dessus et lui demande qu'est-ce qu'elle fout sur sa banquette arrière. La fille du coup sursaute sous les cris d'Elena, elle s'excuse et elle lui explique la situation. En fait cette fille était elle aussi invitée à la même soirée qu'Elena et elle y allait en train, pas en voiture, sauf qu'au moment de partir elle a raté le dernier train retour et donc elle a décidé de rentrer dans la première voiture déverrouillée qu'elle croisait pour y dormir et y passer la nuit. Face à ces explications évidemment Elena elle s'en veut de lui avoir gueulé dessus. Pour se rattraper elle propose à cette fille de la ramener chez elle. Sympa la Elena. Elle l'invite donc à s'asseoir devant avec elle et c'est parti pour la ramener à la maison. Et au fil de la discussion, la fille qui est assise à côté d'elle, elle se met un peu à se contredire dans ce qu'elle dit, comme si elle s'inventait une vie. Mais heureusement, après quelques minutes de route, elle arrive enfin sur des routes un peu moins rurales et des trucs un peu plus éclairés. Malheureusement, maintenant qu'Elena voit un petit peu mieux la fille à côté d'elle dans la voiture, grâce à la lueur des éclairages de la route, elle remarque que les jambes de la fille qu'elle est en train de ramener chez elle sont extrêmement poilues. Mais poilu comme les jambes d'un homme, pas d'une femme qui s'épilerait pas. À tel point qu'Elena réalise qu'en fait la fille qu'elle est en train de ramener chez elle est un homme qui prétend être une fille pour des raisons qu'elle ignore à l'heure actuelle. Mais des raisons qui sont probablement malveillantes au vu de toutes les contradictions qu'il y avait dans son discours et d'à quel point la personne paraît tendue, comme si elle s'apprêtait à faire un truc pas bien du tout. Elena est terrorisée évidemment, mais en même temps elle est bloquée dans une voiture à 100 km/h avec cette personne. Donc si elle commence à paniquer, à lui hurler dessus en lui demandant des explications, elle a peur de créer une réaction agressive chez cette personne, bref c'est la merde. Et c'est donc tout naturellement qu'Elena va volontairement provoquer un petit accident. Un petit accident de sorte à ce que personne ne soit blessé, mais qui justifie le fait qu'Elena appelle la police. Trop malin. Elena s'excuse, elle dit merde, j'ai perdu le contrôle de la voiture, je suis désolée. Elle prétend d'être sous le choc, alors qu'en fait elle est surtout sous le choc d'être seule au milieu de nulle part avec cet inconnu. Elle lui dit que la voiture est endommagée et qu'elle doit donc appeler la police. Et en lui disant ça, l'inconnu avec elle lui dit tout de suite non, pas besoin d'appeler la police, j'ai un ami qui habite pas loin, je vais l'appeler, il va venir nous aider. Ce qui est clairement le pire truc que t'as envie que l'inconnu dise à ce moment-là. Sauf que pendant que l'inconnu lui répondait ça, Elena, elle, avait déjà tapé le 17 et était déjà en train d'appeler. Et heureusement la police a répondu immédiatement. Elle commence donc à leur parler au téléphone et elle a à peine le temps de leur dire 2 phrases qu'en se retournant, elle voit que l'inconnu est en train de partir en courant. À ce moment-là, Elena comprend donc qu'elle était bel et bien en danger et que cette personne était mal intentionnée et elle fond en larmes. Elle explique tout à la policière au bout du fil qui lui explique qu'une équipe est juste à côté d'elle et que d'ici 5 minutes, elle devrait être sur les lieux. La police arrive sur les lieux, Elena est cachée derrière sa voiture, elle avait très peur pendant ces 5 minutes que l'inconnu revienne, peut-être accompagné de son fameux ami, et donc elle leur explique tout. Et puis la police décide de fouiller la voiture d'Elena au cas où il y a des éléments qui leur permettent de retrouver l'individu. Ils ouvrent le coffre et en découvrant ce qu'il y a dans son coffre, Elena se décompose parce qu'à l'intérieur se trouve une bâche et une pelle.
c'est bon. En voyant ça, la police dit à Elena, en fait là vous avez eu énormément de chance. Là le petit incident que vous venez de provoquer et qui a justifié votre appel à la police, il vient de vous sauver la vie, littéralement. Ce soir-là, heureusement, Elena rentre chez elle saine et sauve, mais elle reste terrorisée par ce qu'elle a vécu avec cet inconnu. Et surtout, elle fait partie des gens qui n'ont pas eu d'explication, c'est-à-dire qu'elle ne l'a jamais revu, elle a plus jamais entendu parler de lui. Elena précise aussi, et c'est important de le préciser, qu'elle a rien du tout contre les transgenres, les transsexuels, les travestis, peu importe. Elle explique juste qu'à ce moment-là, elle a compris que cette personne-là ne faisait pas partie de cette catégorie de personnes et qu'il s'agissait juste d'un mec vulgairement déguisé en femme dans le but que ses futures victimes baissent leur garde et qu'il puisse leur faire du mal plus facilement. Bref, c'est la fin de cette première histoire et devinez quoi, elle me met particulièrement mal parce que j'ai un peu ce traumatisme de la banquette arrière à cause de plein de films que j'ai vus où souvent quand je retourne dans ma voiture dans un parking, je colle ma vitre à la fenêtre arrière pour être sûr qu'il y ait personne dedans. Et si je vois un visage, bah je repars, je laisse la voiture, je l'abandonne, je pars. Messieurs dames, il est temps de passer à la deuxième histoire et vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisi. Rémi vit seul chez sa mère depuis toujours, dans sa ville natale, une petite ville de province dans laquelle il a fait ses études, sauf que là il rentre dans sa 4e année d'études, il doit donc trouver un stage et il a trouvé un stage en marketing dans une ville un peu plus loin que sa ville natale. Du coup, deux options s'offrent à lui. La première, la moins pratique, c'est de rester vivre chez sa mère et de faire 1h30 de trajet chaque matin et chaque soir pour se rendre sur son lieu de stage. La deuxième option, qui est sans doute la plus pratique, c'est de trouver un logement près de l'entreprise de manière à éviter de se taper le trajet tous les jours. Et il y a aussi quelque chose qui penche en faveur de cette deuxième option, c'est le fait qu'un ancien ami de sa mère est propriétaire d'une maison 3 pièces juste à côté de l'entreprise dans laquelle Rémi fait son stage. Bref, tout ça le fait pencher définitivement en faveur de cette deuxième option et Rémi prend son nouveau départ. La première semaine est difficile, il est seul dans une maison qui est à moitié vide, il a pas encore eu le temps de ramener toutes ses affaires de chez sa mère et donc le week-end suivant, il décide d'aller adopter un chat pour avoir de la compagnie et se sentir moins seul. Il décide de l'appeler Kawi et c'est là que l'histoire commence vraiment. La deuxième semaine, Rémi rencontre Simon. Simon habite la maison d'à côté, il a la trentaine, il fait près de 100 kilos, il en impose mais Rémi explique que, je sais pas, Simon a l'air sympa, il a un visage un peu niais, ce qui le rend sympathique. Un peu méchant de dire ça, on est d'accord. Le week-end arrive et Rémi, qui a pas envie d'être seul pour le week-end, le passe chez sa mère. Et en rentrant de chez sa mère dimanche soir, en arrivant sur son palier, Rémi découvre une bière fraîche posée là, sur son paillasson, avec un petit mot sur lequel il y a marqué « Si tu en veux d'autres, tu sais où me trouver, clin d'œil, Simon ». Mais quel chic voisin ce Simon. Ils se recroisent à l'occasion d'une balade de Rémi avec Kawi. Oui, il balade son chat. Ça fait rire Simon qui lui dit en retour de faire bien attention à son chat parce qu'il y a eu pas mal de disparitions de chats ces derniers mois dans le quartier. Et c'est effectivement ce que Rémi a remarqué en baladant son chat, à savoir des avis de disparition à pas mal d'endroits. C'est donc tout naturellement que plus le temps passe, plus Rémi a confiance en Simon. Et en plus de ça, Kawi aime bien Simon. Et ça, les propriétaires d'animaux, vous le savez, ça nous touche quand notre animal il aime bien quelqu'un et que ça se voit. On a naturellement encore plus confiance en ce quelqu'un. À force de se croiser, Rémi en a appris un peu plus sur Simon, normal. Et il serait apparemment un ancien cariste au chômage depuis plusieurs mois qui serait en train de monter sa propre affaire. Le temps passe, les semaines passent, Kawi sort maintenant tout seul de la maison et il revient tous les soirs. Et durant ces semaines, Rémi remarque un truc bizarre et remarque que souvent la journée, il y a pas mal de gens qui passent dans la maison, mais il y a pas Simon. Il en aurait donc parlé à Simon lors de leur rencontre et Simon aurait expliqué ça par le fait qu'en fait c'est pas sa maison à lui, c'est celle de son père et elle est en vente depuis un moment, ce qui explique qu'il y ait pas mal de passages à l'intérieur la journée, passages de futurs acheteurs. Mais un jour, problème. Contrairement à tous les autres matins, Kawi n'est pas rentré chez lui. Dans un premier temps, ça va pas du tout inquiéter Rémi qui se dit « Bon, c'est pas grave, je vais aller au travail et il va probablement rentrer dans la journée. » Sauf qu'en rentrant du travail à 17h, il y a toujours pas de Kawi à la maison. Ce soir-là, Rémi doit aller chez sa nouvelle copine dont il est apparemment très amoureux. Mais suite à la disparition de Kawi, il va l'appeler pour lui expliquer que il annule. Il a clairement pas la tête à ça alors qu'il vient de perdre son animal. Il toque donc chez Simon et là, chose qui lui est jamais arrivée avant, il attend 1 minute avant que Simon vienne lui ouvrir. Et Rémi remarque tout de suite quelque chose de chelou, c'est que Simon il a des gants en latex noir. En voyant Rémi, Simon il a l'air vachement surpris, il a pas l'air à l'aise du tout et instinctivement il fait rentrer Rémi chez lui. Et en rentrant chez lui, Rémi ressent un truc bizarre puisque tout est vide. Simon commence à engager une discussion très cringe avec Rémi, une discussion qu'on sent un peu forcée. Et pendant qu'il lui parle, il regarde Rémi droit dans les yeux comme pour essayer de voir si dans son regard Rémi acquiesce et croit à ce qu'il dit. Au bout d'un moment, Rémi pose sa main sur l'épaule de Simon et lui dit « Écoute, je suis là parce que ce soir je dois aller chez ma copine, mais j'ai un problème. » Et il a pas le temps de finir son explication qu'il entend des griffures contre la porte de l'une des 2 chambres fermées. Simon remarque que Rémi regarde en direction de la chambre fermée, et là il y a un blanc. Un blanc qui se termine par la sonnerie du téléphone de Rémi, parce que sa copine l'appelle. Rémi décroche et fait signe à Simon que c'est un coup de fil important, et qu'il va sur le perron pour y répondre. Et sur le perron, Rémi fait un truc très malin. Il commence à discuter avec sa copine au bout du fil, et il lui dit « Écoute, je dois régler un truc avant de venir, je serai sûrement un peu en retard. Actuellement je suis chez Simon, tu sais le voisin dont je t'ai parlé, je devrais régler ça assez rapidement, mais si t'as pas de news d'ici une demi-heure, c'est qu'il y a un problème. » On est clairement sur une masterclass. Et en re-rentrant dans la maison, il tombe sur Simon, qui tient Kawi dans ses bras.
Sauf que Kawi n'est pas en mode câlin là, il a les poils hérissés, il est terrorisé, il a clairement peur de Simon. Simon prend tout de suite la parole et il lui explique que Kawi est venu gratter à sa porte en pleine nuit et que donc tout naturellement il lui a ouvert et il l'a accueilli. Et puis immédiatement il tente de justifier l'état de Kawi en lui expliquant qu'il a dû faire des travaux dans la maison, il a dû percer des trucs etc. et que le bruit a dû énormément stresser Kawi, d'où son état. Bref, Rémi comprend qu'il y a un énorme blême, il récupère Kawi et il va avec son chat chez sa copine. À partir de là, pendant 2 semaines, Rémi ne va plus croiser Simon. Une après-midi, Rémi voit une nouvelle fois du monde à l'intérieur de la maison et il décide ce jour-là d'aller toquer pour leur parler. Ou plutôt pour parler à la personne qu'il pense être le père de Simon. Et lors de cette discussion, Rémi découvre la vérité. Cet homme déjà lui explique qu'il n'a pas d'enfant. Ce n'est pas le père de Simon. En revanche, il lui confirme que c'est bel et bien sa maison à lui et qu'il a fait faire des travaux d'aménagement il y a de ça quelques mois. Rémi lui explique l'histoire et lui décrit Simon. Et immédiatement, l'homme voit de qui il parle. La description physique que lui fait Rémi correspond à celle d'un ouvrier qui serait venu poser du carrelage il y a de ça déjà plusieurs mois. N'étant pas content du travail effectué, le propriétaire se serait plaint auprès de l'entreprise et le patron de l'entreprise de travaux lui aurait expliqué que c'est pas le premier client qui se plaint du travail de cet ouvrier et qu'il allait le renvoyer pour faute professionnelle. Rémi et le propriétaire comprennent donc que Simon a gardé un double des clés après s'être fait renvoyer et est venu dormir là sans aucune autorisation. Rémi est choqué, mais à partir de là, il ne croise plus Simon. Et les prochaines news qu'il va avoir de lui, c'est quelques mois plus tard. Il aurait appris que Simon se serait fait arrêter par la police dans un village voisin après avoir essayé d'enlever un chien en pleine nuit. La police aurait révélé plus tard que Simon se trouve être en fait un psychopathe qui trouverait du plaisir sexuel dans la torture d'animaux. Il n'aurait en revanche, à moins qu'on l'ait pas encore découvert, jamais franchi le pas sur le meurtre d'humains. Rémi est quand même content d'avoir croisé Simon parce que lors de toutes leurs discussions de voisins quand ils se croisaient, Simon lui donnait de bons conseils pour aller séduire la fille qui lui plaisait tant au travail et qui est devenue sa copine et qu'il est toujours au moment où il raconte cette histoire. Bref, il arrive à en tirer du positif et pour ça, respect Rémi et merci pour ton histoire. Messieurs dames, il est maintenant temps de passer à la dernière histoire, celle de Aldric qui est mon pire cauchemar et le vôtre aussi. Quelques années avant de raconter cette histoire, Aldric fait une énorme soirée avec des potes à lui. Et Aldric, quand c'est une fin de soirée, peu importe l'heure qu'il est, il veut rentrer chez lui pour dormir dans son lit. Il a un peu la flemme de dormir par terre chez un pote ou dans le canapé. Normal. Il habite à la campagne, donc il marche dans des zones qui sont très peu éclairées, il passe à côté des champs, etc. Mais tout se passe bien pendant 1 kilomètre. Et il précise, même si c'est pas bien, qu'au moment où ça arrive, on est encore en pleine période de couvre-feu. C'est-à-dire que dehors, il y a vraiment personne et que s'il y a quelqu'un, t'es pas rassuré. Bref, après tous les petits chemins de campagne, Aldric arrive enfin dans une rue qui est normalement très légèrement éclairée, mais là, elle est beaucoup plus éclairée qu'habituellement. Parce que dans cette rue se trouve une voiture avec les pleins phares allumés. Et Aldric, il aperçoit 3 personnes dedans. Ou plutôt 3 silhouettes, y a pas assez de lumière pour distinguer des visages. Et pour une fois, un mec d'un thread d'horreur va faire ce que nous on aurait fait. Aldric il part en courant. Ciao. Et pendant qu'il court, il entend que la voiture maintenant ne roule plus doucement, elle accélère pleine balle. À ce moment-là, en plein sprint, Aldric il se dit ok, je suis mort, je vais me faire dépouiller. Et puis, à un moment donné, il se retourne et il voit que sur la voiture se trouve un gyrophare. Bah alors Aldric, tu es juste dehors en plein couvre-feu sous l'effet de l'alcool et de la weed. Tout va bien? Il se fait donc contrôler par la BAC, il leur explique qu'il était à une soirée à telle adresse, qu'il rentre chez lui à telle adresse, qu'il est vrai, il brave le couvre-feu et c'est pas bien, il en est désolé, il a un peu de weed sur lui en plus Aldric, la BAC juste la prend, l'écrase par terre et ne lui en tient pas rigueur. Les policiers se montrent très compréhensifs, ils lui mettent pas d'amende, ils le mettent pas en garde à vue, ils lui disent juste bon frérot, rentre chez toi, c'est bon. C'est pas le meilleur retour de soirée de sa vie, clairement. Mais après ça, c'est le torse bombé et très serein qu'Aldric reprend la direction de chez lui. Il marche pendant quelques minutes et là, il ressent un truc étrange autour de lui. Vous savez, ce fameux instinct où tes sens te disent t'es peut-être pas seul et t'es peut-être même observé. Il se retourne mais il voit rien à part une rue légèrement éclairée, des poubelles, des devants d'habitation, y a rien de spécial. Il se dit donc qu'il est très certainement en train d'être parano à cause de la weed qu'il a fumé pendant toute la soirée. Il décide quand même qu'à partir de là, il ne va emprunter que des rues éclairées, même si ça va lui faire des détours et retarder fortement son heure d'arrivée à la maison alors qu'il est déjà très tard. Et il fait bien, parce que 2 minutes plus tard, il entend un bruit. Et en se retournant, il voit une silhouette se cacher derrière des poubelles. À partir de là, il a donc bel et bien la confirmation qu'il est suivi. Il continue à marcher, il sent toujours qu'il est suivi, et cette fois il entend un bruit métallique. Encore une fois, il y a 2 options à partir de là pour Aldric. Soit il prétend s'en foutre et il continue de marcher tranquillement en restant vigilant au bruit derrière lui, soit il prend la fuite. Sauf qu'il a déjà pris la fuite une fois ce soir, et son cardio, il est bousillé. Ce qu'il va faire à la place, c'est du génie. Il va sortir son téléphone et aller sur Discord. Et heureusement, il y a 2 potes à lui qui sont en train de jouer à League of Legends. Tout en marchant, Aldric leur envoie un message et leur dit « Les gars, venez visio, c'est urgent ». Immédiatement, les 2 amis le rejoignent, ils sont donc comme en FaceTime sur Discord, et Aldric à voix très basse leur explique qu'il pense être suivi par quelqu'un et qu'il a besoin de leur aide. Tout en marchant, il lève donc son téléphone en faisant le geste de quand tu cherches du réseau, de manière à ce qu'il puisse voir ce qui se trouve derrière Aldric via la caméra de l'iPhone. Et puis 6 secondes plus tard, il le rebaisse, et là, le visage de ses 2 amis a changé. Et l'un des deux va rompre le silence en disant « On a bien vu ce qu'on a vu là ?»
Il demande donc à ses deux amis de leur expliquer ce qu'ils viennent de voir, et mieux que des explications, l'un de ses deux amis a screené ce qu'il a vu à l'image. Aldric regarde la photo et ce qu'il y découvre va le mettre dans une panique totale, puisqu'il y découvre un homme à peu près 20 mètres de lui qui tient dans la main un énorme couteau de boucher. Encore une fois, Aldric n'a plus de cardio. Il se dit que s'il se met à sprinter, il aura que 20 secondes de sprint à dispo, et que donc ça doit être les 20 dernières secondes de son trajet avant d'arriver chez lui. Son plan est simple, il veut passer devant la gare de sa ville parce qu'il sait qu'il y a des caméras qui filment l'extérieur. Et s'il doit lui arriver un truc, il veut que ce mec passe devant ces caméras de surveillance. Il va donc marcher pendant de longues minutes avant de passer devant la gare, tout en ne sachant pas s'il est toujours suivi ou pas puisqu'il n'y a plus de bruit qui proviennent de derrière lui. Et puis à l'entrée de son quartier pavillonnaire, il va sprinter de toutes ses forces jusqu'à sa maison. Arrivé chez lui, immédiatement, il verrouille toutes les serrures, il va dans sa chambre et il fait un truc qu'il a jamais fait avant. Il active l'alarme de sa maison via son téléphone alors qu'il est dans la maison. Au moins, si le mec l'a suivi jusque là et qu'il veut rentrer chez lui, il y a pas de doute, il sera averti. Là, Aldric explique un truc assez touchant. Il dit écoutez, j'ai pas vraiment lu ça dans les threads d'horreur que j'ai pu lire, mais moi, sachez qu'à ce moment-là, quand je suis dans mon lit et que j'ai activé l'alarme, je fonds en larmes, je chiale de toutes mes forces. Le lendemain, Aldric se réveille et premier truc qu'il fait, il va au commissariat. La policière prend sa déposition, Aldric rentre chez lui et après quelques heures seulement, la policière le rappelle. La policière lui explique qu'elle a récupéré les images de toutes les caméras de surveillance que Aldric a croisées sur son chemin. Et elle lui explique qu'effectivement, très peu de temps après son contrôle de police, un individu avec une énorme arme blanche à la main s'est mis à le poursuivre. Sur les images, on le voit fréquemment se cacher quand Aldric ralentit ou s'arrête ou se retourne. Et elle lui dit qu'il a arrêté de le suivre au moment où il est arrivé dans son quartier pavillonnaire et qu'il a sprinté comme un fou. Aldric, il est choqué de malade, mais d'un autre côté, il est rassuré. Il a pas fait un bad trip la veille, il était bel et bien en danger, il a bel et bien eu conscience du danger qui l'entourait. Et il en tire une seule leçon, il ne rentrera plus jamais de soirée à pied, seul, en pleine nuit. Et je pense que c'est une bonne leçon. Messieurs, dames, on arrive à la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu, je trouve ces 3 histoires excellentes. Ça se trouve, ces threads d'horreur ont aidé certains parmi vous à ne pas se retrouver dans des situations reloues de malades. Et ça me fait plaisir. Bref, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous de Squeezos. Ah, ça me brille. Oh, qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, premier thread d'horreur qu'on tourne dans ce nouveau décor, je suis ravi. Alors, quelles vont être les 3 histoires du jour? Les mécaniques vont-elles être satisfaisantes? Mais attendez, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va faire une histoire bonus qui s'intitule l'histoire hashtagade de Julie. Oh, comment j'essaie de vous arnaquer. Non mais attendez, on a écrit un truc et tout, j'aime bien. Vroom vroom. Bonjour, il me faut de l'essence. Bonjour, moi c'est Marc. Ok, moi c'est Jennifer. Vous voulez un conseil? Non, juste de l'essence. Vous n'êtes pas en sécurité. Oh purée de pommes de terre. Je suis dans un thread d'horreur, c'est ça? Non, pas du tout. Je parlais de votre ordinateur. Qu'est-ce qu'il a mon ordinateur? Il a besoin de NordVPN. Je savais que j'aurais dû aller à l'autre pompe. L'essai est sans risque. Vous êtes garanti 30 jours ou remboursé. Mais je sais même pas ce que c'est. C'est un réseau privé virtuel qui vous permet plein d'avantages, comme par exemple regarder le catalogue Netflix des autres pays. Est-ce qu'il me permet de faire le plein d'essence? Non. Mais vous pouvez surfer en toute sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics. Super et bien, merci du conseil maintenant. Grâce à mon lien en description et mon code promo Squeezie, vous obtiendrez un abonnement de 2 ans et un mois supplémentaire avec une super réduction. Maman, je vais être en retard à l'école. Attends Timothée, le monsieur nous fait un placement de produit. Ça ne m'intéresse pas. Timothée, est-ce que tu aimes Demon Slayer? De fou. Avec NordVPN, tu peux te connecter au Japon et voir tes mangas préférés sur le catalogue Netflix japonais. Ok, je veux bien le code promo finalement. Non. Il est valable pour tout le monde sauf pour toi. Je vais mettre le feu à votre station. Rendez-vous en description. Pas mal, merci Julie, on passe à la première vraie histoire. Et attendez, avant qu'on commence, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui regardent les threads d'horreur en couple, qui prennent ça comme un prétexte pour se coller à leur amoureux ou amoureuse. Collez-vous, prenez-vous dans les bras, que de l'amour, ça me fait plaisir. On commence tout de suite avec la première histoire qui est celle de Alix. L'histoire se passe quand Alix avait encore 14 ans. Faut savoir qu'Alix est l'aîné de la famille, et donc comme tous les aînés parmi vous, vous le savez, on vous a déjà demandé de garder le petit frère ou la petite sœur. Et ben à l'époque, Alix, on lui a demandé de garder ses 3 petits cousins. Ça fait beaucoup de responsabilités pour un ado de 14 ans. Sa tante et son oncle lui demandent de faire la babysitter parce qu'ils se rendent à un mariage. Ils vont donc passer la journée à plus d'1 heure de la maison et rentrer très tard. Mais alors où est donc cette maison? Elle est en Pennsylvanie, c'est une grande maison familiale qui est sur un flanc de montagne, au milieu de rien, vraiment de rien. Et la route principale la plus proche, donc une route assez fréquemment empruntée, est à 1 km de la maison. Bon, en gros, vous l'aurez compris, on parle vraiment d'une maison
bien isolé. Tu te retrouves pas proche de cette maison accidentellement, c'est pas possible. Bref, avant de partir, sa tante et son oncle lui laissent de l'argent pour commander des pizzas. Ils lui laissent aussi leur numéro de téléphone portable à côté de la ligne fixe du téléphone de la maison. Parce que oui, ça se passe au début des années 2000, donc Alix n'a absolument pas de portable et elle dit que même si elle en avait eu un, vu l'endroit où est la maison, elle aurait probablement pas eu de réseau du tout. Bref, il est 20h, le bébé de 1 an dort, l'enfant de 4 ans est posé devant la télévision dans le salon et à l'étage, Alix est en train de jouer à Guitar Hero avec l'enfant de 8 ans. Alix, dans la pièce où elle est, en regardant à gauche, elle a une vue sur le salon dans lequel donc il y a l'enfant de 4 ans qui est posé devant la télé. Et en regardant à droite, il y a une fenêtre qui mène sur une allée. Quand on prend à droite cette allée, en arrivant devant la maison, il y a un abri à voiture qui est prévu pour pouvoir se garer là. Mais cette allée, elle continue aussi un peu plus loin et elle fait le tour, elle passe aussi derrière la maison. Sauf que personne ne vient jamais en voiture derrière la maison puisque ça sert à rien, étant donné qu'ils utilisent l'espace arrière comme cour de récré pour les enfants. Donc il y a plein de jouets qui traînent, il y a souvent des enfants dehors qui jouent. Bref, que ce soit l'oncle et la tante de Alix ou tous leurs amis, personne n'amène jamais sa voiture derrière la maison. Dans cette cour de récré, il y a évidemment un garage, mais qui en réalité ne stocke aucune voiture, c'est plus l'atelier de l'oncle d'Alix dans lequel il bricole. Et dans ce garage, il y a une porte qui mène à l'intérieur de la maison. Maintenant que vous avez tout ça en tête, petite avance rapide. Il est plus 20h, il est 22h, il fait nuit noire. Alix est toujours avec son cousin en train de jouer à Guitar Hero. Et sur sa droite, il y a une lumière à travers la fenêtre qui attire son œil. Alix, elle pense dans un premier temps que sa tante et son oncle sont de retour plus tôt que prévu. Sauf qu'en tendant la tête, elle s'aperçoit que c'est pas du tout les phares du monospace de sa tante, mais que c'est les phares d'un énorme truck. Elle a donc jamais vu ce véhicule et en plus de ça, elle comprend que le véhicule n'est pas en train de se garer sous l'abri à voiture qui est devant la maison, mais il est en train de continuer son chemin dans l'allée pour arriver derrière la maison. Elle en déduit donc immédiatement que cette personne n'est pas une habituée des lieux et qu'elle est jamais venue ici. Alix descend dans le salon et elle prend immédiatement le téléphone de la ligne fixe pour appeler le 911, la police. Elle a même pas le temps d'avoir un opérateur au téléphone qu'elle entend la porte du garage être secouée violemment. Elle comprend donc vite la situation. Un inconnu essaie d'entrer dans la maison, dans laquelle il y a juste elle et ses 3 petits cousins dont elle doit s'occuper. Et là, soulagement pour Alix, elle a enfin un opérateur au téléphone. Opérateur qui va rapidement lui expliquer qu'il y aura personne sur place avant 30 minutes puisque la maison est complètement perdue au milieu d'une montagne. L'opératrice lui dit qu'elle va la garder en ligne pendant ce temps et elle lui demande aussi le numéro de sa tante pour la prévenir, pour qu'elle rentre plus tôt que prévu du mariage. Alix se retourne pour prendre le papier que sa tante lui a laissé, papier sur lequel il y a le numéro de téléphone de sa tante, et en se retournant, elle voit à travers une fenêtre un homme. Et cet homme, il est en train de lui sourire, comme si la situation l'amusait. Alix, elle est complètement terrorisée, et avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit à l'opérateur, il y a Jake, son petit cousin, qui regarde l'inconnu dehors en disant « Monsieur Jim ?» Jake, il dit ça d'une voix confuse, comme s'il était ni content ni soulagé de voir Monsieur Jim. Et en voyant la réaction bizarre de Jake, Alix, elle regarde l'inconnu et elle lui explique qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils sont déjà en route. L'inconnu regarde Alix droit dans les yeux, il fronce les sourcils et il prend quelques secondes à lui, comme pour réfléchir de ce qu'il allait faire. Et finalement, il recule et il disparaît dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, Alix voit les phares du camion se rallumer et elle le voit partir et descendre l'allée. En rentrant, l'oncle d'Alix était apparemment furieux contre ce monsieur Jim. Et la tante d'Alix, elle, semblait très en colère contre l'oncle d'Alix de pas avoir déjà réglé ses histoires avec monsieur Jim comme elle le lui avait déjà demandé. En fait, Alix, elle le savait pas à l'époque, elle a compris beaucoup plus tard, mais son oncle, il avait un problème d'addiction à une drogue, et ce monsieur Jim, c'était le dealer de son oncle. Et ce dealer, il avait apparemment pas été payé depuis un petit moment. Et il était donc venu pour foutre le bordel et faire pression sur monsieur Jim pour qu'il le paye. Sauf que c'est pas sur monsieur Jim qu'il est tombé, c'est sur Alix, 14 ans, qui s'occupe de 3 enfants, seul dans une maison isolée. Et en plus, ce dealer apparemment prenait du plaisir à terroriser une enfant. C'est terrible, j'aurais jamais assumé. Bilan de cette histoire, avant de faire du babysitting et de garder vos petits cousins, soyez au courant des histoires de vos oncles et tantes. Hein. Voilà, un mec qui vient toquer pour embrouiller l'oncle, sauf qu'il tombe sur toi, voilà, c'est vite arrivé. Il est maintenant temps de passer à la deuxième histoire, celle de Coralie, qui n'a rien à voir. C'est une histoire qui s'est passée en 2017 quand Coralie avait 19 ans. À l'époque, elle vit dans l'une des nombreuses banlieues résidentielles de sa ville. Elle explique qu'à l'époque, elle est un peu naïve, elle considère qu'elle vit dans un endroit qui est hyper safe, qu'il est jamais rien arrivé de mal dans sa résidence, etc. Et du coup, elle fait des trucs qu'elle se permettrait plus de faire aujourd'hui. Alors c'est pas du tout des trucs de ouf, hein, c'est juste sortir ou rentrer tard quand il fait nuit, seule. Mais cette année-là, il y a 3 trucs de bizarres qui lui sont arrivés. Et le dernier de ces 3 trucs a radicalement changé son comportement. Un soir, Coralie, elle sort assez tard des cours, et il est aux alentours de 22h. Elle prend le bus, elle descend à l'arrêt de bus le plus proche de chez elle. Elle a étudié toute la journée, il est tard, elle est clairement fatiguée et pas très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Mais en se dirigeant vers son immeuble, elle remarque quand même qu'elle vient de passer à côté d'une personne accroupie dans le noir. Évidemment, ça l'a un peu fait bader, elle a pas pris le temps de s'arrêter, elle s'en fout, chacun sa merde. Et puis un peu plus tard, quand elle s'apprête à se coucher, elle entend des bruits de bagarre qui viennent de l'extérieur. Coraline, elle habite au 2e étage, donc elle se dirige vers sa fenêtre pour l'ouvrir et demander si tout va bien. Et le temps qu'elle l'ouvre, il y a plus un bruit à l'extérieur.
Bon, Coralie, elle va clairement pas descendre et aller dans la rue voir si tout va bien. Elle envoie juste un message au propriétaire de son appart pour le prévenir de ce qui vient de se passer, de ce qu'elle a entendu. Et puis elle va se coucher. Et là, il va rien se passer pendant plusieurs semaines. Mais un soir, il est tard, Coralie part de chez elle pour aller faire des courses avant que ça ferme. Et sur le retour du chemin des courses, en marchant vers son immeuble, elle voit de nouveau quelqu'un accroupi, cette fois près d'un buisson, près de son bâtiment. Et cette fois, cette personne accroupie, elle est face à Coralie et elle la regarde. Coralie, face à ça, elle sait pas trop quoi faire et elle fait naïvement un signe de main. Et la personne qui la regarde, elle, ne réagit absolument pas à ce signe de main. Coralie se dirige vers son bâtiment, elle passe à quelques mètres de cette personne et puis elle arrive à rentrer chez elle dans son appartement et tout va bien. En fait, dans ce genre de situation, c'est très compliqué de réaliser qu'il se passe un truc anormal et alarmant. T'es très souvent dans le méga déni. Tu continues à faire ta vie, tu fais comme si ça existait pas et là, c'est exactement ce que Coralie, elle fait. Elle envoie donc une nouvelle fois un message à son propriétaire pour lui dire « Hey, au fait, j'ai revu la personne que j'ai vue il y a 4 semaines qui était immobile accroupie. » Et son propriétaire lui répond qu'il a reçu plusieurs messages d'autres locataires qui lui ont signalé la même chose. À partir de là, 3 mois passent sans qu'elle retombe sur cette personne. Jusqu'au 3e incident qui, cette fois, n'a pas laissé Coralie indifférente. Ce soir-là, Coralie, elle est chez elle avec son mec et ils viennent de s'embrouiller. Son mec est saoulé, il décide de rentrer chez lui et Coralie se voit mal le laisser rentrer chez lui seul. Comme il habite pas très loin, elle décide de le raccompagner chez lui à pied. Et sur le chemin du retour, quand Coralie est seule, elle tombe une nouvelle fois sur cette fameuse silhouette, qui est cette fois non pas accroupie dans un buisson, mais debout sous le réverbère au milieu de la route. Sauf que là, Coralie, pour rentrer chez elle, elle doit vraiment passer à côté de lui et elle le sent pas du tout. Du coup, elle s'est cachée derrière un arbre en attendant qu'il dégage. Et là, les minutes passent, mais le mec ne bouge pas. Il reste là, debout au milieu de la route, à regarder au loin. Elle arrive pas du tout à comprendre ce qu'il veut parce que c'est incompréhensible, quelqu'un qui est immobile au milieu d'une route sous un lampadaire, enfin qu'est-ce qu'il fout quoi. Sauf qu'après 30 minutes à attendre derrière l'arbre, Coralie elle a envie de rentrer chez elle et donc elle se dit bon franchement j'abuse, le mec il est juste là debout à regarder des trucs, je m'en fous, qu'est-ce que je raconte, je suis parano. Elle se relève donc et elle se met à marcher vers son bâtiment en essayant d'avoir l'air le plus neutre possible. Elle s'approche doucement de cet inconnu et puis elle arrive à son niveau et en passant à côté de lui, elle a un vieux feeling. Elle se dit, je le sens pas, je vais courir maintenant. Et au moment où elle se met à courir, le mec derrière lui crie dessus. Coralie, elle court de toutes ses forces sur le gravier, et dans sa course, elle a l'impression d'entendre du gravier bouger derrière elle, comme si le mec lui courait après. Elle réussit à rentrer dans le bâtiment, à fermer la porte, et elle trace jusqu'au 2e étage, jusqu'à chez elle, et elle appelle immédiatement la police. Et d'ailleurs, elle appelle pas que la police, elle appelle aussi ses voisins dont elle a le numéro, des membres de sa famille, son mec, bref, tout le monde est au courant de ce qui vient de lui arriver. Les jours passent, Coralie ne sort plus quand il fait nuit, elle est quand même bien choquée de ce qui vient de lui arriver, et c'est normal, c'est choquant. Et puis elle a des news de son propriétaire. Il a pu se procurer les images de vidéosurveillance de l'incident survenu quelques jours avant, et malheureusement, Coralie n'a rien inventé. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit bel et bien l'inconnu courir après Coralie, et se jeter dans un buisson juste après que Coralie ait réussi à rentrer dans son bâtiment. Et à partir de là, plus aucune nouvelle. Coralie n'a plus jamais revu cette personne. Elle a jamais su ce qu'il foutait accroupi dans des buissons ou debout au milieu de la route dans son quartier tard le soir. Elle sait juste qu'aucun voisin ne l'a jamais revu depuis cet incident et qu'elle désormais elle évite de sortir ou de rentrer quand il fait nuit. Quoi qu'il en soit, si vous voyez des gens rôder bizarre dans votre quartier, être immobile, être chelou, faites-vous confiance, ce n'est pas normal. Voilà, prenez soin de vous, la sécurité avant tout, ça me fait bader. Maintenant je vais vous raconter l'histoire de Josh. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Josh à cette époque est chez lui avec son chien et avec le recul à chaque fois qu'il repense à cette histoire, il se dit qu'est-ce que c'était que ce bordel. Ce jour-là, il est 23h, il fait nuit dehors et Josh il est posé devant sa télé avec son chien à côté de lui, le genre de soirée qu'on adore, et il entend une voiture devant sa maison couper son moteur. Josh prend pas la peine de se lever, il se dit que c'est probablement son voisin d'en face qui vient de rentrer du travail, mais son chien n'est pas du même avis et lui il décide d'aller voir par la fenêtre qui vient de couper le moteur de sa voiture. En allant voir par la fenêtre, le chien abîme un peu le store de Josh, ce qui force Josh à se lever et à aller auprès de sa fenêtre pour le remettre en place. Et en arrivant près de sa fenêtre, Josh il voit qu'à l'extérieur il y a bel et bien une voiture qui est garée devant chez lui. Il distingue pas trop de détails, mais il voit que le conducteur est encore assis dans la voiture et ça l'interpelle pas plus que ça quoi. Les gens font leur vie, c'est un quartier, il y a du passage, bon il s'en fout. Il se sert un petit verre d'eau et il retourne se poser devant la télé à regarder sa série. Et là, 15 minutes après qu'il ait réparé son store et vu la voiture garée devant chez lui, Josh il entend quelqu'un tapoter à sa porte. Il précise, il entend pas toquer, il entend tapoter, c'est genre très léger. Josh met en pause sa série pour mieux entendre et son chien, lui, va s'asseoir devant la porte d'entrée. Et c'est là qu'il entend tapoter cette fois non pas à la porte d'entrée, mais à sa fenêtre. Josh se lève, il va écarter 2 lamelles de son store pour voir qui est à la fenêtre, et avant même qu'il ait le temps de distinguer le visage de cette personne, elle retourne tapoter à la porte d'entrée. Et cette fois, le tapotement, il va durer plusieurs dizaines de secondes. Et comme il attend pas de visite et que c'est pas du tout le genre de sa famille ou de ses amis de lui faire des surprises et de débarquer chez lui, il comprend que là, il se passe un truc bizarre. Du coup, il fait un move très malin, il ouvre ni la fenêtre ni sa porte d'entrée, il monte à l'étage de chez lui et il ouvre la fenêtre à l'étage. Il voit donc l'inconnu qui est en bas de chez lui et il lui dit bonjour, vous voulez quoi?
Et ce mec lui répond que c'est le livreur de la pizza, qu'il a sa margarita et qu'il lui doit 20 $. Et là Josh il se sent méga con et immédiatement il se dit putain mais en fait le mec a tapoté parce qu'il est 23 h et il voulait pas faire trop de bruit pour les voisins, c'est tout. Par contre Josh n'a pas commandé de pizza et il le fait savoir. Il dit au gars mec je suis désolé mais j'ai pas commandé de pizza. Mais le livreur check son téléphone et lui dit écoute mec je suis bel et bien à la bonne adresse, je fais juste mon taf, descends et ouvre la porte. Sauf que même s'il fait sombre sur le palier de Josh voit bien que dans ses mains il a rien le mec. Et là l'échange va durer un petit moment et Josh n'en démord pas, il lui dit frérot je n'ai pas commandé de pizza, soit t'as la mauvaise adresse, soit tu t'inventes une vie et tu n'es pas livreur de pizza. Et là malgré tout ce que Josh va pouvoir dire à ce mec va pas arrêter de lui dire allez descends, ouvre-moi la porte, donne-moi ce que tu me dois et prends ta pizza s'il te plaît. À tel point qu'au bout d'un moment le voisin de Josh, celui qui habite en face, donc de l'autre côté de la voiture garée, sort de chez lui pour voir ce qui se passe parce qu'il entend du bruit depuis plusieurs minutes. Et en voyant ça, le livreur de pizza fantôme immédiatement retourne à la voiture, la démarre et se casse. Et c'est la fin de l'histoire de Josh. Encore à ce jour, Josh, il comprend pas ce qui s'est passé ce soir-là. Que voulait ce gars? Est-ce que le gars était peut-être dans une phase où il était complètement déséquilibré, il pensait vraiment qu'il venait livrer une pizza? Est-ce qu'il avait une stratégie malsaine derrière? Il fait genre que c'est un livreur et en fait, il rentre chez toi et il fait je sais pas quoi? Josh n'a aucune réponse, voilà. Il raconte juste ça en mode les gars, il m'est arrivé ça. C'est quoi cette merde? Merci, au revoir. Est-ce que c'est bon pour vous ce genre de rencontre? Ce genre d'interaction sociale avec d'autres humains? Est-ce qu'elles vous plaisent ces interactions? Portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous étiez bien dans l'ambiance avec le décor, moi je suis très content, je trouve que ça met encore plus dans l'ambiance. Et puis à très vite, gros bisous les squeezos. Ah, attendez. Avant de passer sous ces fameuses lampes rouges, j'aimerais vous parler de ma boule à Z. C'est à cause de vous, c'est bon? C'est entièrement à cause de vous et des dons que vous avez fait aux events. J'ai tenu parole, j'ai tout perdu, je n'ai même plus de blond et je n'ai plus de couverture pour ma calvitie. Faites chier quoi. Ça gagne du terrain. Bon, trêve de plaisanterie. Il est temps de passer à des histoires que vous adorez. Aujourd'hui, 2 autres histoires trouvées sur Let's Not Meet. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à m'envoyer pas mal de liens de threads qui se passent sur Twitter. Le problème, c'est que vous êtes beaucoup à m'envoyer les mêmes threads pour la raison simple et évidente qu'en fait, ils ont déjà énormément tourné. Donc, du coup, je vais pas faire une vidéo dessus alors qu'ils ont déjà tourné, que vous les avez déjà lus. Même si vous aimez bien quand c'est moi qui raconte et quand vous avez pas à lire et quand vous avez les petites images d'illustration. Mais voilà, je préfère vous raconter des histoires qui sont un peu scred, qui datent parfois même de plusieurs années, comme l'une de celles que je vais raconter aujourd'hui. Mais au moins, vous découvrez une histoire, vous êtes dedans et vous écoutez pas juste un mec raconter une histoire que vous avez déjà lue. Voilà, c'est un peu chiant ça quand même, on est d'accord. Alors aujourd'hui on est sur 2 histoires et pas 3, mais c'est 2 histoires plutôt longues qui utilisent la même mécanique. J'espère que vous allez pas passer la soirée seule, j'espère que vous avez des voisins autour de chez vous, j'espère que vous regardez pas ça en étant dans votre maison de campagne. Auquel cas, ça va être compliqué pour vous aujourd'hui. Bref, commençons pour la première histoire assez badante, celle de Billy. Billy a emménagé il y a pas très longtemps dans un quartier en construction en Australie. Quartier en construction, ça veut dire qu'il y a des maisons qui ont fini d'être construites mais d'autres qui sont encore en construction. Et parfois vous savez les chantiers sont en pause etc. Donc bref, il y a des quartiers dans lesquels pendant plusieurs années il y a très peu de maisons en fait par rapport à la taille du quartier. Billy a eu le temps de se balader pendant des semaines dans son quartier avec son chien. Il a un chien qui a son importance dans cette histoire comme à chaque fois. À part sa maison à lui, il y a une seule vraie maison qui a l'air d'être en fin de construction. Et d'après ce qu'il a pu comprendre, Billy, personne n'y habite. Donc il est vraiment tout seul. Petit détail, à quelques centaines de mètres de la maison de Billy se trouvent des champs avec une grande colline. Et les champs et cette colline appartiennent à l'État. Voilà, donc personne n'est autorisé à construire ici et le terrain est même délimité par de grandes barrières qui font tout le tour. En gros, personne n'a le droit d'aller là. Bref, le contexte est posé. Maintenant, passons aux choses bizarres qui commencent 2 mois après que Billy ait emménagé. Il se réveille un matin sous le son d'un violon. Il n'y a pas spécialement prêté attention au début parce qu'il s'est dit tout simplement que ça y est, il avait enfin des voisins et que, souvenez-vous, la maison en construction en face de chez lui avait peut-être enfin reçu ses habitants. Donc Billy, quasiment sûr de lui, check si c'est le cas. Et en poussant le rideau, qu'est-ce qu'il voit? Personne dans la maison d'en face. Ça ne venait pas du tout de là où il y avait de grandes chances qu'il y ait des gens. Sauf que je vous le rappelle, tout le reste c'est des terrains avec que dalle dessus, donc il est comme un combi. À partir de là, tous les 2 jours, il se passe la même chose. C'est-à-dire que Billy se réveille à cause du bruit d'un violon. Et au bout de 45-50 secondes, le son de violon disparaît et Billy se rendort. Bon, déjà, je sais pas comment il a fait pour pas être stressé par ça. Genre vraiment, tu te réveilles à cause du bruit d'un violon. Ça arrive une fois. La deuxième fois, tu te lèves avec une hache dans les mains et tu hurles la chose suivante: qui joue du violon? Bon, rassurez-vous, malgré tout, au bout de plusieurs jours, un matin, Billy se réveille une énième fois sous le bruit du violon et il se dit: bon, vas-y, peut-être je vais check quand même par la fenêtre, voir si je vois quelque chose. Et il voit, en haut de la fameuse colline dont je vous ai parlé, entourée par des champs, une silhouette de quelqu'un avec un violon. On est le matin, très tôt, le soleil est en train de se lever, donc il n'y a pas une grosse luminosité ambiante. Mais Billy distingue cette silhouette et surtout, il arrive à distinguer un détail important. La silhouette fait comme une sorte de valse, c'est-à-dire qu'elle tourne lentement en cercle tout en jouant du violon. Chacun ses activités et ses passe-temps, moi je vais pas critiquer ça. Billy va ensuite quitter la personne des yeux pour ramasser son petit journal du matin. On parle donc de 10 secondes, mais pendant qu'il regarde plus la personne, le bruit de violon s'arrête.
D'accord? En toute logique, notre ami relève la tête pour re-regarder la silhouette qu'il a vue au loin. Et effectivement, la silhouette ne joue plus du violon, ne danse plus et est parfaitement immobile en regardant dans la direction de Billy. Les deux restent comme ça pendant, d'après les propos de Billy, 30 secondes. Et puis, il décide de rentrer dans sa maison et d'arrêter ce petit jeu de regard parce que c'est quand même un peu creepy. Mais bon, jusque-là, rien de grave, rien de bizarre. Comme je dis, chacun a ses kiffs. S'il y a des mecs qui veulent jouer du violon en dansant au milieu de la nature, bon bah, ainsi soit-il. Tant qu'ils ne réveillent pas à 7h du matin, bordel. Sauf que, après ce matin-là, il y a des trucs plus creepy que ça qui commencent à arriver autour de la maison de Billy. Il remarque qu'il y a des empreintes de pas sur les propriétés environnantes, mais c'est pas ses empreintes de pas à lui et il les a jamais vues avant. Bon, ça reste juste des empreintes de pas. Tout le monde ici, tout comme Billy, suppose que ça venait probablement de gens qui venaient d'un autre quartier d'habitation, un peu plus loin que celui de Billy, pour X raisons. Mais au truc un peu bizarre, il a aussi entendu des bruits de pas autour de chez lui, comme si quelqu'un se baladait dans sa rue. Alors qu'il y a rien dans sa rue, je le rappelle, tout est en construction. Au travail, il a aussi reçu des appels où quand il décrochait, la personne qui a appelé raccrochait immédiatement. Enfin bref, c'est plein de petits éléments comme ça mis bout à bout qui sont un peu chelous. Mais Billy, il se dit, ça reste des empreintes de pas, il y a des chantiers un peu par ici. Bon voilà, il trouve en tout cas une explication rationnelle à tout ce qu'il voit. Et c'est le réflexe humain, le réflexe que t'as raison d'avoir dans le 99% des cas. Mais quand t'es dans le 1% des cas comme Billy, il fallait rester en alerte et rester vigilant. Dans sa maison, Billy, il a un bureau dans lequel il passe pas mal de temps puisqu'apparemment c'est un gros gamer, il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Bref, ce soir-là, il est en train de jouer et il décide d'aller prendre à boire dans son frigo, situation classique. Et en revenant vers son bureau, il voit par la fenêtre de toutes petites lumières. Il comprend pas ce que c'est, donc il se rapproche de la vitre. Il colle quasiment son nez contre la vitre pour fixer ces deux petites lumières sans comprendre ce que c'est. Lorsqu'il réalise que c'est pas des lumières, il y a des yeux qui sont là, à 1 mètre de Billy, en train de le fixer à travers sa fenêtre. Et notre ami a tellement eu peur, et c'est la première fois que ça arrive dans un thread, je crois, que je raconte en vidéo, que ses muscles l'ont lâché en fait. Il est tombé par terre, après avoir réalisé qu'il y avait un visage, quelqu'un qui l'observait là, de l'autre côté de sa vitre. Tu m'as fait peur là-dessus. Et devinez quoi, une fois à terre, Billy entend quelqu'un qui commence à jouer du violon. C'est le fameux putain de joueur de violon qui est là à 1 mètre de lui, qu'il a observé et qui s'est mis à jouer du violon après l'avoir vu se chier dessus. Pendant que le mec se met à jouer de plus en plus vite, le morceau est de plus en plus fort, il y a le chien de Billy, souvenez-vous, qui comprend qu'il y a un truc pas normal qui se passe et qui se met à aboyer. Le bruit de violon s'arrête aussitôt et Billy voit à travers sa fenêtre la silhouette se déplacer en direction de sa cour, en direction de là où il y a son chien. Billy reprend le contrôle de son corps parce qu'il a peur pour son chien. Il est inquiet, il a pas envie qu'il arrive un truc à son chien. Billy il sort donc de sa maison pour aller aux côtés de son chien et il essaie de le faire rentrer dans la maison mais le chien ne bouge pas. Et croyez-moi, quand un chien qui a la corpulence d'un labrador ne veut pas bouger, bah tu ne peux pas le bouger. C'est simple, il reste là. Cette scène elle dure plusieurs dizaines de secondes. D'un côté la silhouette dans l'obscurité quelque part devant eux. De l'autre côté Billy derrière son chien avec ce dernier qui arrête pas d'aboyer. Il finit alors par entendre la silhouette s'éloigner. Des bruits de pas qui partent comme ça au loin. Mais des bruits de pas en rythme comme quand tu marches, des bruits de pas qui ont plutôt le rythme d'une sorte de danse, d'une sorte de valse. Exactement comme il l'avait vu faire en haut de la colline. Son chien a alors arrêté d'aboyer et ils sont rentrés dans la maison. Et à partir de ce jour, Billy n'a plus jamais entendu parler de cette silhouette, n'a plus jamais entendu un bruit de violon, n'a plus jamais eu quoi que ce soit de bizarre qui lui est arrivé. Dans les 2 années qui ont suivi ces incidents, il y a des gens qui ont commencé à emménager, enfin, dans le quartier de Billy. Il explique qu'il a raconté ce qui lui était arrivé à tout le quartier et que personne n'a jamais entendu un bruit de violon, on n'a jamais vu quelqu'un de suspect dans le quartier. Donc voilà, ça reste une histoire que lui seul a vécu et aura vécu. Et vous, entendez-vous régulièrement un bruit de violon? Vous devriez peut-être vous inquiéter. Bon, j'espère que cette histoire vous a plu. La deuxième est tout aussi badante et en fait c'est un peu la même mécanique et j'ai été un peu sensible à ces mécaniques là la personne est la seule à vivre le truc relou et horrible et effrayant et du coup les gens à qui elle en parle, si elle ose en parler, peuvent douter de ce qu'elle dit en fait puisqu'elle est la seule à l'avoir vécu. Bref, la deuxième histoire c'est celle de Sabrina. Sabrina elle est vendeuse dans un magasin de vêtements de grande renommée. Elle explique qu'elle a pas le droit de par son contrat de dire le nom et elle y travaille dans la partie stock livraison. En gros c'est l'arrière-boutique, c'est là où tu reçois les vêtements avant de les mettre en rayon, donc tu les reçois dans des colis et puis tu comptes le stock, tu comptes le nombre de produits, etc. On est quelques semaines avant Noël et Sabrina demande à ses supérieurs si elle peut faire quelques heures sup pour avoir plus d'argent pour offrir de plus beaux cadeaux de Noël à ses proches. N'est-ce pas une personne fantastique? Sabrina étant en temps partiel, son responsable lui propose plutôt que de la faire venir à des jours où elle ne travaille pas habituellement, et tout simplement de la faire travailler plus longtemps les jours où elle vient travailler. C'est-à-dire qu'au lieu de finir à midi, elle finira à 19h. Son responsable lui explique même que comme elle a 3 ans d'ancienneté, il lui fait confiance et il est sûr qu'elle assurera la bonne fermeture du magasin le soir. C'est maintenant que l'histoire commence. Il est 20h, tous ses collègues ont terminé le travail, ils partent tous de la boutique et du coup Sabrina ferme derrière eux le devant de la boutique pour que plus personne du grand public ne puisse rentrer faire des achats. La musique du magasin est éteinte, la plupart des lumières aussi, et Sabrina elle est dans la réserve au 2e étage et elle est en train de mettre des cintres en place pour le lendemain réceptionner des colis et mettre les fringues directement sur les cintres parce que comme c'est l'approche de Noël, ils reçoivent beaucoup de stock dans cette période là les magasins, donc elle prépare tout ça. C'est quelqu'un qui travaille bien. Pendant qu'elle met les cintres, elle lève la tête puis elle voit qu'il y a une peluche qui est posée entre 2 bouts de bois devant elle. Bon pour le moment on s'en
s'en bat les couilles de ce détail, mais il va servir plus tard à quelque chose. Elle a branché son iPod à une paire d'enceintes qui est dans la réserve, parce que bah vous connaissez, hein, c'est toujours plus cool de taffer en musique. Mais malgré la musique, elle entend un bruit. Bon, ça peut être mille choses, sauf que ce bruit c'est les stores mécaniques de la zone de chargement qui sont en train de s'ouvrir. Elle panique pas pour le moment et elle descend les escaliers pour avoir un visuel sur la zone de chargement inférieure. Sachant que ces putains de stores mécaniques, le seul moyen de les ouvrir c'est un bouton qui se trouve à l'intérieur. On peut pas les ouvrir de l'extérieur. Et sur le chemin, petite précision, il y a plein de lumières à détecteur de mouvement. Quand tu passes devant le détecteur de mouvement, t'entends une sorte de clic qui vient de la lumière avant qu'elle s'allume. Elle arrive enfin dans la zone de chargement inférieure et il y a personne. Le store métallique est complètement fermé et il y a juste Sabrina, seule, qui se dit... Ok, tout va bien. Sauf que, avant d'aller voir ce qui se passait à la zone inférieure, elle avait coupé la musique de son iPod. Et là, elle réalise que la musique est relâche, sans qu'elle ait jamais touché de nouveau à son iPod. Des bugs, ça arrive, et vous admettrez que la situation est un peu badante. Bref, Sabrina reprend l'escalier, elle remonte au deuxième étage du coup pour continuer son travail. Et là, le coup de grâce, elle lève la tête et elle voit que la fameuse peluche a disparu. À partir de ce moment, elle a plus de doute, elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Elle ne sait pas qui, elle ne connaît pas ses intentions, mais elle sait qu'elle est pas seule. Sabrina part alors en courant et se réfugie dans les toilettes pour femmes, non loin de là, et plus particulièrement dans l'une des 4 cabines que contiennent les toilettes pour femmes. À partir de là, Sabrina considère qu'il n'y a plus de danger imminent, qu'elle est seule dans cette pièce, et elle se met alors à réfléchir pour trouver une solution, en fait, à ce qui lui arrive. Elle essuie son front avec son avant-bras gauche, et en tournant la tête, elle a vu un visage par terre revenir en direction de la cabine qui est à côté de la sienne. La personne qui est dans le magasin est rentrée dans les toilettes pour femmes et cette personne vient de checker dans la cabine à côté de la sienne et a donc vu où était Sabrina. Le visage qu'elle a vu correspond à celui d'une personne apparemment vieille, au teint gris et avec beaucoup de rides, qui aurait les dents noires et les lèvres légèrement abîmées puisqu'elle saignait, comme si la personne s'était automutilée. Sachant que l'intrus se trouve dans la cabine à côté de la sienne, elle lui hurle d'aller se faire foutre tout en mettant des gros chassés dans la porte de sa cabine, puis elle prend une grande respiration et elle décide de sortir de la cabine et de tracer de l'autre côté du magasin. Heureusement pour elle, rien ni personne ne s'est interposé dans sa charge vers la sortie du magasin. Elle sort alors la clé du magasin, elle déverrouille la porte et elle explique que c'était pas une tâche facile vu qu'elle était dans un état de panique total et que ses mains tremblaient beaucoup. Et une fois sortie du magasin, elle se dirige vers la clé qui permet, vous savez, de faire descendre le rideau métallique du magasin. Le suspense dure un peu et Sabrina décide de regarder par-dessous le rideau métallique au moment où il arrive très proche du sol et elle revoit une nouvelle fois cette personne debout au milieu du magasin avec cette fois la peluche dans la main. Sabrina se barre en courant dans la rue et une fois sur la rue principale, elle prend son portable, pas son iPod qui était toujours dans le magasin mais son portable et elle appelle la police pour leur dire qu'elle pense que quelqu'un est entré par effraction dans son magasin et qui s'y trouve encore. Et malheureusement, il ne trouve personne. Et le lendemain matin, Sabrina retourne au taf, il y a la police, il y a son responsable de magasin, mais il n'y a pas de news de cet intrus. Voilà, on n'a pas de news, on sait pas qui c'était, pourquoi il était là. Sabrina va donc dans le stock pour récupérer son iPod qu'elle avait pas pris en partant du magasin la veille et elle voit que la fameuse peluche est de retour entre les deux morceaux de bois du stock. Et depuis ce jour, comme pour notre amie Billy, elle a plus jamais eu aucune news de cette personne. C'était un one shot, c'est tombé sur elle, elle a eu 0 chat. Elle s'en est jamais vraiment complètement remis, elle reste un peu effrayée maintenant le soir quand elle se retrouve seule dans le magasin ou quoi. Et surtout, elle se pose la fameuse question, putain mais c'était qui et qu'est-ce qu'il voulait en fait? Est-ce qu'il venait pour voler des vêtements? Est-ce qu'il venait juste pour trouver un endroit où passer la nuit? Qui était cette personne en fait? Voilà, c'était nos 2 histoires du jour, j'espère qu'elles vous ont plu, elles étaient très longues mais très sympas. Je pense que je vais me diriger plutôt maintenant vers des histoires un peu plus longues, un peu plus complètes que des histoires très courtes parce que bah j'ai besoin de ça pour être dedans moi et pour que ça me fasse quelque chose, sinon c'est pas assez contextualisé donc j'arrive pas trop à me mettre à la place de la personne et donc j'ai pas trop peur. Bref, je ne serai jamais vendeur dans un magasin, en tout cas je ferai pas les fermetures. Si YouTube se termine, je ferai pas les fermetures. Et si vous emménagez quelque part, faites en sorte que tout soit bien construit et qu'il y ait des voisins dans le quartier, hein, c'est plus agréable. Je suis chaud pour que l'espace commentaire de cette vidéo, de ce thread là, ce soit des gens qui racontent un peu leurs expériences du genre. Genre si vous étiez seul à la maison et qu'il s'est passé quelque chose, ou alors seul sur votre lieu de travail et qu'il s'est passé quelque chose. Je trouve ça assez intéressant, moi je suis très sensible à cette mécanique. Elle me fait vraiment du mal. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.